Là, il n'y a pas longtemps, c'était le laisser pleurer. Et maintenant, on fait croire qu'il y a une méthode bienveillante pour que votre enfant il dorme en fait directement. Qu'on peut transposer ça à une méthode bienveillante. 100% des parents le vivent. Alors déjà, les réveils matinaux, c'est quand même un des problèmes qui est presque l'un des plus durs. Pour une maman qui est désespérée, qui demande des conseils, voilà ce qu'elle se prend en pleine figure. C'est pour son bien parce qu'il a besoin de dormir. Donc, faut qu'il dorme. C'est une pression de plus pour les parents. Est-ce que ton enfant en journée est de bonne humeur? Est-ce que ça va bien? Oui, ben, c'est bon là, on va se détendre. Tout va bien en fait. En parlant des marchands de sommeil, quel est le pire conseil que vous entendez souvent sur le sommeil? Et je sais que Alice a été très attaquée il n'y a pas très longtemps pour avoir un petit peu dénoncé ce genre de truc. Voilà. J'ai été atterrée par ces attaques, mais vraiment, ça m'a dépassée. J'ai dit, mais c'est pas possible de voir ça, quoi. Et quelque part, est-ce que c'est pas rassurant de se dire que justement, donc les gens qui font ce genre d'approche, ils sont aussi pas sains dans leur tête? Vous savez, ce qui transforme des vacances de rêve en cauchemar parental, eh bien, c'est un enfant qui ne dort pas. Et croyez-moi, ça arrive même au meilleur. L'été, les journées s'allongent, il fait chaud, les enfants dorment mal et vous avez juste envie de profiter d'un dîner à la fraîche sans une crise de larmes à 21 heures. Alors aujourd'hui, on va parler vrai. Pas de conseils plan-plan, mais des vraies galères, des solutions concrètes et des vérités qui dérangent avec deux invités de choc. Je me présente, je suis Ksenia Trubetskoy, créatrice du podcast Princesse Montessori, et aujourd'hui, je reçois deux expertes du sommeil de l'enfant, Nathalie Fossa et Alice Baumer. Alice, Nathalie, bienvenue à vous deux. Merci. Merci. Avant qu'on attaque, est-ce que vous pouvez vous présenter chacune en quelques mots et surtout, eh bien, pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous spécialiser dans le sommeil et est-ce que vous avez vous-même galéré avec vos enfants sur ce sujet? Donc moi, c'est Alice Baumer, comme tu l'as très bien dit. J'ai créé il y a 4 ans le compte Instagram Dormir comme un bébé. Donc c'était à ce moment-là, je m'étais déjà spécialisée dans le sommeil des bébés, donc ça datait d'il y a 5 ans. Du coup, en fait, ma fille a 5 ans et demi. Donc voilà, vous faites le calcul, ça fait 5 ans que je me suis spécialisée dans le sommeil des bébés parce que j'ai beaucoup galéré et j'ai pas réussi à trouver de solution en fait avec ce qui était disponible à l'époque sur Internet ou avec une consultation. Donc ça prouve, je me suis moi mis à chercher des solutions moi-même. Donc comme j'ai un background scientifique à la base, donc je suis diplômée de l'université, tout ce qui est sciences, etc. Et mon métier avant, c'était aussi de vérifier les études cliniques. Donc j'ai accès aussi à toutes ces données-là de par mon métier d'avant. Donc je me suis dit, je pense qu'il y a quand même quelque chose, peut-être, qui expliquerait donc tous mes problèmes. Et effectivement, c'est là où j'ai eu accès à plein de données qui, je ne sais pas pourquoi, n'avaient pas l'air d'être dans le domaine public, parce que moi, ce que je lisais sur Internet et ce que même donc la consultante en sommeil, que je ne recommande pas, m'avait dit, c'était presque l'inverse. Donc je me suis dit, il y a quand même quelque chose à transmettre, que la science a des informations et qu'il semblerait qu'on ait des croyances qui soient un peu opposées. Donc c'est pour ça que je me suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est scientifique et maintenant, en fait, j'essaie aussi beaucoup de déboulonner certains mythes, par rapport à mon compte, Instagram, voilà. Donc c'est vraiment l'esprit, scientifique, enfin tout ce qui est scientifique et tout ce qui est régulation sensorielle. Donc ça, c'est par rapport au système nerveux. D'accord. Donc maintenant, ton métier concrètement, c'est d'accompagner aussi les parents dans le sommeil de leur enfant. Tu as d'ailleurs tu as une formation Je sur le suis sujet. moi voilà, mais c'est plus dans la transmission d'informations, parce que l'accompagnement, c'est tout un métier. C'est-à-dire qu'il quand on accompagne des parents, il y a beaucoup, tout un domaine psychologique, de comprendre aussi, d'avoir beaucoup d'expérience, etc. Donc ça, je l'ai fait un peu au début. Maintenant, je me spécialise surtout sur la transmission d'informations avec des programmes, etc. Où j'essaie vraiment d'expliquer et je donne plusieurs clés et c'est plus les parents qui après adaptent par rapport à leur situation. C'est plus voilà ma manière de transmettre. Et quand j'ai l'impression que les parents ont besoin vraiment d'un accompagnement, bah, du coup, après, justement, je renvoie vers, du coup, toutes les professionnels comme Nathalie. Je connais leur philosophie, je sais qu'elles ont une bonne formation. Je sais qu'au niveau scientifique, ben, c'est pas comme la consultante que moi, avec qui j'avais travaillé. Donc voilà. Après, moi, je redirige quand il y a besoin d'un accompagnement. Bah, je travaille beaucoup avec d'autres personnes. Je suis pas vraiment en compétition avec elles. Merci Alice. Nathalie? Bah, bonjour, moi c'est Nathalie Fossa. Donc j'ai commencé par un blog, enfin par le biais de mon site internet, c'est blog, et à l'époque une page Facebook et ma chaîne YouTube en 2019. Et ensuite le compte Instagram a suivi quelques mois après.
À la base, moi, en fait, je ne suis pas arrivée directement sur le sommeil. Moi, mes découvertes, donc elles ont été en premier sur la pédagogie Montessori lors de ma grossesse. Et c'était vraiment cette idée d'accompagnement à aider justement de pouvoir permettre à l'enfant d'accéder à son plein potentiel. Et en fait, dans mes partages et ce qu'on m'a remonté au fur et à mesure, la plus grosse en fait des demandes était sur le sommeil. Sauf que moi, j'ai toujours eu une vision globale et donc en fait, mon compte, même s'il parle de sommeil, je l'ai jamais vraiment orienté, donc le compte Instagram, sur le sommeil uniquement. Et donc, bah, j'ai des contenus effectivement sur la diversification alimentaire, la nutrition et l'alimentation, c'est un site qui me passionne beaucoup. La pédagogie Montessori, le sommeil, etc. Mais en fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que tout ce que je savais du développement de l'enfant et ce que j'ai appris et bah, les formations sur bah, les différents pans en fait, du développement de l'enfant, je les utilise justement dans l'accompagnement des parents. Donc, j'ai effectivement créé une formation en ligne aussi globale sur tout cet aspect sommeil. Mais du coup, quand j'accompagne les familles de manière individuelle, j'utilise en fait toutes ces branches pour analyser tous les plans en fait de la situation de la famille et de l'enfant pour pouvoir avoir un impact positif sur le sommeil. C'est avoir en fait finalement un nombre de leviers le plus important possible pour avoir un impact positif sur le sommeil. Et ensuite, j'ai fait aussi, enfin, bon, j'ai fait plein de formations différentes, mais j'ai suivi aussi une formation en tant que coach, parce qu'effectivement, comme tu le disais, Alice, l'accompagnement bah, des familles, c'est pas toujours évident. Il faut aussi, entre guillemets, savoir gérer les émotions aussi des parents qui viennent nous voir parfois quand ils sont vraiment au bout du rouleau. Et donc, c'est pas toujours évident quand les personnes attendent aussi bah, parfois des résultats immédiats qu'on peut pas toujours en fait donner parce que c'est aussi une évolution du sommeil particulière. Et donc, c'est important de travailler aussi sur le regain d'énergie en fait des familles avant même une amélioration du sommeil pour en fait mieux vivre aussi les situations. Et donc, ça, forcément, ça passe par quelque chose de transversal au niveau de l'accompagnement. Et puis, bah, je peux être amenée aussi à conseiller, à réorienter vers des bilans complémentaires lorsque je perçois qu'il pourrait y avoir d'autres problématiques qui pourraient être impliquées dans l'explication des causes de difficultés aussi de sommeil. Donc, je fais aussi beaucoup de réorientation vers différents professionnels suivant les situations et ce que je peux observer. Voilà. D'ailleurs, ton mari est Et médecin, par je pense que contre, ça peut énormément aider. oui, alors c'est vrai que du coup, moi, je suis très curieuse de base et j'adore chercher. Donc voilà. Et du coup, bah, la façon aussi, je pense, d'accompagner, bah, forcément, par sa façon de travailler. Et par contre, bah, moi, personnellement, j'ai pas connu en tant que telle de difficulté de sommeil en fait avec ma fille. Mais il faut savoir que j'ai eu bah, quelque part la chance aussi de pouvoir mettre en place la pédagogie Montessori dès la naissance avec ma fille. Mais je pense aussi que le fait de m'être beaucoup renseignée, informée et formée, j'ai été aussi préparée et je me rends compte aussi, mais ça je peux le dire maintenant avec l'expérience et le recul, qu'il y a eu des difficultés auxquelles des familles peuvent être confrontées que je n'ai pas eu à gérer. Et donc, ça explique aussi le fait que, un, on vive bien les choses et que, deux, il y ait des difficultés réelles qui sont pas forcément là comparées à d'autres familles. Donc, en fait, je pense qu'il y a le mélange de deux choses qui font que j'ai pas vécu ces périodes comme des choses difficiles, insurmontables, et je pense qu'il y a plein de choses qui sont intriquées. Il y a et des difficultés qui, qui sont réelles, mais en tout cas, faut jamais prendre à la légère quand les parents nous disent qu'ils sont en difficulté, qu'ils sont fatigués, parce qu'en fait, ça, c'est une réalité de leur vie. Et peu importe le fait, ce qui compte, c'est l'émotion ressentie et la réalité de la personne. Donc après, en face, bah, c'est à nous de nous adapter pour pouvoir essayer d'apporter la réponse la plus adéquate possible. Et bien là, c'est parfait ce que tu viens de dire parce que pour la transition que j'avais envie de faire, parce qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, j'ai une invitée spéciale, rien que pour vous, à vous présenter. C'est une maman qui vit en ce moment des nuits assez compliquées avec son enfant de 2 ans et 5 mois. C'est un petit garçon. Bonsoir. Caroline. Tout d'abord, merci de m'avoir invité et merci pour le travail que vous effectuez pour aider les parents, c'est super. Ensuite, petite correction, c'est pas la nuit en fait, c'est la sieste. D'accord.
Voilà. Donc, en fait, j'ai deux questions. Donc, la première, c'est par rapport à une petite problématique au niveau de la sieste. Et la deuxième, c'est par rapport à un changement de situation, changement de lit, pour pouvoir anticiper pour justement, comme l'a très bien dit son prénom. La dame juste avant moi, je suis désolée, j'ai oublié Ah, Nathalie, son prénom. Nathalie. Voilà, je suis désolée, Nathalie. J'étais concentrée, hein. J'écoutais bien ce que vous disiez. En fait, anticiper pour effectivement ne pas avoir de difficultés, en fait. Donc, tout d'abord, mon fils, actuellement, donc, n'a pas de problème de sommeil. Il fait des super nuits depuis ses 4 mois. Il est dans sa chambre qui est à côté de la nôtre. Ça se passe super bien. On a même vécu un déménagement. Ça s'est très, très bien passé. Donc, actuellement, il a un lit à barreaux. Là, les dernières siestes qu'il a passées à la maison, parce que là, il est parti depuis quelques jours en vacances. Il a cette chance. Donc, dans son lit à barreaux, au moment de la sieste, donc je mettais toujours la sieste après manger, ça se passait super bien. Donc, je lui disais, bon, bah, on mange, après on fait dodo. Qu'est-ce qu'on fait après manger? On fait quoi? Et il me disait dodo. Donc, ça se passait très bien. Et les dernières fois, eh bien, il balançait son doudou et il me criait doudou, doudou. Donc, je venais dans la chambre, je lui redonnais son doudou et il rebalançait. Il voulait pas dormir en fait. Et après, c'est des hurlements pendant une vingtaine de minutes, trentaine de minutes pour ne pas dormir. Sauf si quand je le prenais sur moi, sur le rocking chair en fait. Là, il s'endormait sur moi, mais si je le reposais, eh bien, c'était pareil, quoi. Il recommençait à hurler en fait. Donc ça m'interroge sur comment faire. Et la deuxième, donc, excusez-moi, c'est parce que c'est lié, donc pour vous faciliter les choses, je vous explique la deuxième situation. Donc, lit à barreaux, il commence le pot aussi. Donc, du coup, quand il va revenir de vacances dimanche, il aura dans sa chambre donc un lit très bas, la même chambre. Donc, il aura une barrière d'escalier pour, on ne sait jamais s'il se lève la nuit. Il aura son pot dans sa chambre. Ma question est, comment anticiper au mieux, par exemple, pendant la sieste, justement, il ne veut pas dormir. Comment faire, en fait, parce qu'il va pouvoir se balader un peu partout à l'étage. Il va même pouvoir jouer avec ses jouets dans sa chambre parce qu'il sera plus dans sa petite prison à barreaux. Comment je peux aussi anticiper, voilà. sachant que dernièrement, il s'endormait avec toi sur le rocking chair et pour toi, forcément, pendant ce temps-là, tu as peut-être autre chose à faire et c'est pas forcément quelque Voilà. chose qui était confortable pour toi à vivre. Ça me bloque en fait malheureusement. Bon, c'est le seul moment pendant sa sieste où je peux soit prendre un tout petit peu de temps pour moi ou me reposer ou faire la vaisselle ou d'autres choses en fait. Moi, déjà, juste pour les siestes qui d'un seul coup se font plus, c'est quand même assez courant. Et c'est même d'ailleurs le fait que tu aies dit, il dormait très bien avant. Là, c'est même, pour moi, c'est quasiment un cas que je rencontre quasiment jamais. Quand on me parle, c'est jamais il dormait très bien et se met à mal dormir, c'est quand même hyper courant. Et que ça soit pas arrivé avant, tant mieux. Mais Mhm. du coup, enfin, pour moi, c'est pas alarmant du tout. Et c'est pas Même à nécessairement. son âge, même à 2 ans il a 2 ans et 5 mois. Bon, Surtout c'est à un cet âge-là. prématuré en plus. Pour moi, Je trouve surtout que à cet c'est tôt. âge-là, c'est un âge, je trouve, qui est très charnière par rapport aux émotions. Et c'est pour Mhm. ça d'ailleurs que Nathalie, autant que tu veux, parce que moi, je suis plus vraiment sur tout ce qui se passe sur le cerveau, le développement, mais la gestion des émotions. Donc ça survient après 18 mois, beaucoup, Mhm. encore plus après 2 ans. Donc c'est là où ça peut perturber les siestes beaucoup plus. En fait, D'accord. les siestes, il y a cette idée enfin, qui se révèle fausse maintenant, c'est qu'avant, on pensait que c'était uniquement la fatigue. Donc la nuit, c'était tout ce qui était enfin, tout ce que le sommeil fait pour se régénérer, etc. Et les siestes, c'est pour ça que les enfants le faisaient, que c'était pour réduire tout ce qui était la pression de fatigue, et donc qu'ils puissent continuer avec leurs activités. Et ça fait 2, 3 ans maintenant, il me semble, qu'ils ont vraiment lié ça à toutes les acquisitions que font les enfants, donc pendant la journée. Ils vont avoir besoin de ces petits moments où le cerveau intègre, donc il a besoin de se mettre en état de veille. C'est pas nécessairement que lié à la fatigue. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui continuent la sieste jusqu'à 6 ans et il y en a qui arrêtent à 2 ans. Et c'est pas du tout, en fait, c'est pas une question d'intelligence, hein, surtout pas. C'est une manière de fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont vraiment avoir besoin de s'arrêter, d'avoir ces 1 heure d'intégration et ils repartent. Puis il y en a après 2 ans, le cerveau ne peut pas se mettre en veille, même si, en plus, même s'ils sont fatigués. C'est-à-dire qu'ils vont arrêter la sieste avant d'être presque prêts physiquement, parce que le cerveau ne peut plus arrêter en fait l'apprentissage. Et vu leur âge, en fait, être raisonnable en se disant, faut quand même dormir parce que je suis fatiguée, ça se fait très difficilement. Ça, c'est aussi une question de tempérament. Donc, ça va être plusieurs choses qui vont comme ça rentrer en ligne de compte. Et ça peut être très soudain. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut être aussi, ça se passait très bien. Et puis, du jour au lendemain, entre guillemets, un nouvel apprentissage, peut-être la parole surtout. Tout ce qui est l'apprentissage des mots, ça peut beaucoup influer sur les siestes. Et c'est quelque chose qui est assez nouveau, en fait.
qui est peut-être pas, voilà, qui fait pas partie de ce que les gens ont en tête quand on parle de sieste. Et ça, voilà. Donc, si par exemple, tu as remarqué aussi un changement autre que pour les siestes, par rapport à sa manière de jouer, à peu près au même niveau, les activités, ou même par rapport à la gestion de ses émotions, ça peut aussi te donner des indices sur est-ce que c'est plutôt lié à ça, ou après, sinon aussi, encore, par exemple, directement lié au sommeil par rapport au rythme. Ça, c'est toi qui peux aussi Oui, sentir. c'est vrai qu'il a un langage beaucoup plus développé, mais moi je pensais plus que c'était qu'il avait besoin de moi en fait, un manque, pas un manque, mais le fait que il a besoin d'être avec moi plus, alors qu'il est avec moi toute la journée, hein, et je m'occupe beaucoup de lui, je lui parle tout le temps. Ouais, c'est vrai qu'il a, je remarque qu'il évolue beaucoup en fait, il a vraiment un langage bien développé. Bah, chaque évolution, après, ça entraîne Et le souvent. pot aussi, l'intégration du pot aussi qui vient de commencer en même temps d'ailleurs. Donc après, ça peut être ça. Ça peut être une piste après, par exemple, pour si tu sens qu'il a encore besoin de dormir, par contre. Si ça peut être lié à ces apprentissages-là, eh ben, ça va orienter en fait l'approche pour essayer de le faire dormir, essayer d'identifier éventuellement ce qui est en train de se développer, si c'est la parole, etc., lui donner encore plus de possibilités. Ça peut être aussi qu'il est tellement en hypervigilance, c'est-à-dire même si tu n'arrives pas à identifier, parce que c'est quand même très dur, hein, ce qu'il est en train d'apprendre, il y a tellement de choses. Tu peux aller juste dans la direction d'essayer on va dire, d'apaiser son système nerveux. Donc ça, c'est quelque chose où il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, mais Nathalie aussi, ça fait partie des rares consultantes que je connais qui prennent ça en compte. Donc ça fait un peu scientifique, mais c'est juste, en fait, certaines activités physiques qui sont structurées et qui ont un effet sur le système nerveux. Typiquement, c'est-à-dire juste, même si, par exemple, s'ils portent des objets lourds, ça apaise le système nerveux très vite. Tu vois, c'est des petits D'accord. trucs comme ça, hein. Donc, ce que je te dis, c'est pas ça, il faut tout réaménager, etc., ou te renseigner. C'est des activités qui sont connues pour faire ça et qu'on a tendance dans le monde moderne à plus avoir aussi souvent. Donc, pour les enfants, en fait, pour leur développement, ils ont un peu un manque de ça. Et surtout vers cet âge, 2 ans et demi, beaucoup sont très, très actifs et on a tendance des fois à vouloir qu'ils le soient moins. Donc, on leur demande d'arrêter de bouger ou de faire certaines actions et ça peut manquer à leur système nerveux. D'accord. Voilà, donc ça, c'est aussi à toi de voir. Après, tu vois, bon, ça peut être assez long, mais après, voilà, tu peux nous écrire et je te donne des petits exercices ou différentes choses et tu peux tester, voir si ça aide. Après, il y aura toute une approche qui, pour moi, serait plutôt de verbaliser ou émotionnelle. Et là, je pense, enfin, là, Nathalie, je ne sais pas si toi, tu t'aimerais plutôt parler parce que Ben, c'est pas mon domaine, en fait. Je pouvais compléter en tout cas sur ce que tu disais sur les causes possibles du fait du refus de la sieste. Alors oui, effectivement, pour moi, il y aura plusieurs pistes. Oui, la piste effectivement du stade de développement où bah, il y a une explosion sur un domaine en particulier et ça, des fois, on le voit d'ailleurs la nuit avec les réveils longs. Euh, Mhm. Où en fait, bah, l'enfant, il est tellement en train de développer une compétence, une acquisition, qu'en fait, il a besoin de s'exercer continuellement. Et plus on va lui permettre de le faire dans la journée, et moins il va aller le chercher bah, la nuit, ou en tout cas supprimer des moments de repos pour pouvoir continuer à essayer de travailler cette compétence. Donc, si c'est effectivement le langage, bah, ça va être proposer plein d'activités autour de ça. Ça peut être de verbaliser. Donc, il y a plein d'activités Montessori qu'on peut faire d'ailleurs autour de ça. Verbaliser beaucoup tout ce qu'on voit dès qu'on se promène. Faire par exemple des mises en paire d'animaux ou Ouais. avec des cartes aussi. Alors, généralement, on préfère aller vraiment en premier sur du concret. Donc, tout ce qui va être figurine, par exemple, on va pouvoir les nommer. On va pouvoir lui demander de faire pareil. Donc, ça va être beaucoup de choses comme ça. Après, comme disait aussi Alice, c'est vrai que notre monde moderne fait qu'on a de moins en moins aussi d'activités physiques et on est beaucoup aussi en intérieur, beaucoup moins exposé à la lumière du soleil, à tous les éléments qui créent aussi une sorte de fatigue en fait physique qui nous demande aussi d'aller nous reposer. Donc de continuer justement à proposer ça. Mhm. Et après, dans des causes vraiment qui pourraient être une cause à effet par rapport à ce refus de sieste, éventuellement, est-ce qu'il y aurait un événement particulier qui aurait pu se produire dernièrement, où il aurait pu se sentir en insécurité, ou je sais pas, quelque chose de particulier qui fait qu'il pourrait avoir plus peur. Après, si tu me dis que c'est que pour la sieste et pas le soir, Mhm. bon, pas forcément. Mais c'est quelque chose aussi qu'on peut garder à l'esprit parce que parfois ça peut être en lien avec ça et donc un besoin effectivement de réassurance et d'être rassuré au niveau émotionnel justement.
Mis à part l'intégration du pot, il n'y a pas eu d'autres nouvelles choses en fait. Ok. Après, ça peut être aussi le côté petite angoisse par rapport à ça, parce qu'on sait que parfois ça met un peu de pression pour nous en tant que parents, ou même du coup de lui-même, sur le côté, ouh là là, est-ce qu'on va faire pipi quand on va faire dodo au lit, etc. Donc il y a tout ce côté-là aussi qui pourrait être, Ah, enfin, qui fait peut-être, partie oui. aussi du développement et qui Mm. peut faire que on va peut-être repousser le côté on va aller au lit parce que il y a ce petit côté, oui, il faut pas faire pipi au lit, etc. Voilà, ça peut être des petites choses comme ça Mm. qui peuvent avoir un impact émotionnel du coup sur l'enfant qui se dit ouh là là, je vais pas aller dormir parce que il y a ce truc là et, ça m'angoisse, ça m'inquiète un peu. Creuser, oui. Voilà. Donc enfin voilà, ces deux choses-là en complément d'Alice. Et après, je suis d'accord aussi de dire que il y a des enfants qui vont pas qui vont pas forcément avoir besoin autant de repos que d'autres et qui pourtant vont très bien se développer, vont être en forme toute la journée, vont être de bonne humeur et finalement ils vont arrêter leur sieste assez tôt, parfois dès 2 ans, et d'autres qui vont en avoir besoin pendant beaucoup plus longtemps et surtout si le sommeil de nuit n'est pas assez réparateur parce que les cycles sont pas complets ou qu'il y a beaucoup d'interruptions dans le sommeil, etc., ou que les nuits sont plus courte, du coup, forcément, il y a un moment donné, il faut bien récupérer son sommeil quelque part sur 24 heures. Donc voilà, donc ça peut être aussi, ça peut beaucoup bouger. Mais si il n'y a pas du tout il n'y a pas eu de changement par rapport aux nuits, c'est soit qu'effectivement il y a moins besoin de sommeil et cette sieste va peut-être finir par sauter, entre guillemets, soit effectivement il y a quelque chose dans le stade de développement, donc est-ce que le pot, le langage, si tu nous as dit aussi qu'il y avait le langage qui du coup peuvent aussi interagir là-dessus ou un événement particulier qui ferait qu'il y aurait une petite, enfin, une angoisse aussi par rapport au fait d'être laissé seul, de besoin de réconfort, ou est-ce que aussi toi ces derniers temps par exemple tu as pu être moins disponible à certains moments et que lui te demandait plus, enfin voilà, il y a parfois aussi Mm. des choses comme ça qui peuvent intervenir. Mais là, concrètement, là, il va rentrer de vacances et il va y avoir un nouveau changement, ce fameux passage du lit à barreaux au lit par terre, donc au matelas au sol. Donc là, ça fera quand même une autre perturbation. Comment est-ce que, parce que c'était une de tes questions, Caroline, comment est-ce qu'on gère justement ce passage du lit à barreaux au lit au sol? Moi, pour ma part, ça s'est fait très naturellement parce que les miens, ils faisaient la culbute et ils sautaient du lit à barreaux. Donc, à un moment donné, pour mes deux premiers, ils ont été dans des lits à barreaux, pardon. Les suivants ne l'ont pas été, mais j'ai été obligée de toute façon de les mettre très très vite sur un matelas au sol parce qu'ils sautaient du lit à barreaux. Donc, c'est pas le cas de Caroline, mais une fois qu'ils sont au sol, eh bien, en effet, ils peuvent s'échapper. Ça, on le sait tous. Oui, Et ça, 100% des parents le vivent. C'est très rare que l'enfant tout de suite. Alors, Caroline, c'était sa deuxième problématique. Nathalie, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Je pense qu'il là, on peut réintégrer justement de la présence parentale en fait. Vous ne dites pas, oh là là, il s'endormait tout seul. Si je reste présent pour l'aider à l'accompagner à s'endormir dans son lit, ça va être horrible. Il aura besoin de moi pour toujours. Non, pas du tout. En fait, le sommeil, c'est aussi une particularité. C'est que des fois, il y a des phases, bah oui, il y a un peu plus besoin de notre présence et il y a besoin de réassurance. Et souvent, en fait, ça va être transitoire sur quelques semaines. Et ensuite, voilà, une nouvelle, enfin voilà, une routine va reprendre son cours ou va s'adapter parce que il y a beaucoup de changements et dans la structure du sommeil, mais aussi dans l'évolution finalement de l'enfant. Donc les besoins évoluent, le rituel du sommeil aussi, il évolue avec l'âge de l'enfant où il en est. Et donc dans un premier temps, déjà effectivement de repérer que l'enfant il est bien effectivement fatigué, sinon vous allez vous battre à essayer de le maintenir dans le lit alors que concrètement il a pas besoin, donc ça va être un peu compliqué. Et après de pouvoir justement instaurer un nouveau rituel, faire comprendre aussi à l'enfant que en fait c'est une nouvelle phase, c'est waouh, t'es grand maintenant, tu t'as un lit au sol pour toi tout seul, donc montrer en quoi c'est super en fait. Et montrer plus de l'enthousiasme que de l'angoisse. Parce que si l'enfant, en fait, il sent notre angoisse, il va se dire, mais il y a un problème avec ce lit, qu'est-ce qui va pas, c'est pas normal. Voilà. Donc, du coup, d'avoir une sécurité intérieure déjà soi en tant qu'adulte pour montrer à l'enfant en fait c'est tout naturel de passer dans un lit au sol et que ça va être super chouette et puis de pouvoir aussi créer
un rituel avec l'enfant, avec ce lit. Ça peut être justement de rester à côté de lui, lui lire une histoire, parce que l'avantage du lit au sol, c'est qu'on Mm. peut s'asseoir à côté du lit et rester présent. Ça peut être de l'aider à s'endormir. Alors, suivant justement, on parlait tout à l'heure d'aspects, on va dire aussi sensoriels et de préférences sensorielles, de voir ce qu'aime bien l'enfant pour pouvoir créer un rituel, même le co-construire avec lui, parce qu'il a un âge où il commence à pouvoir donner aussi comment dire, ses avis. Donc de voir qu'est-ce qu'il aime bien faire, et vous aussi, qu'est-ce que vous aimez en tant qu'adulte. Faut pas vous forcer à faire des trucs que vous aimez pas, parce que c'est compliqué, ça va pas marcher et l'enfant va le sentir. Et pour qu'en fait le moment en fait d'être dans ce lit pour aller s'endormir, que ça soit un bon moment et que ça soit en fait naturel, tout simplement. Mm. Et moi personnellement, j'ai pas eu cette difficulté parce que ma fille est passée du berceau au lit au sol à 5 mois et demi. Donc en fait, Ah oui. elle a toujours connu finalement pour elle quasiment que le lit au sol. Donc c'était naturel dans le lit et j'ai très peu eu cette problématique de je me relève, je vais me recoucher, etc. Voilà. Mais je pense que voilà, avoir la présence parentale, si on voit que l'enfant il le demande qu'on reste jusqu'à ce qu'il s'endorme, c'est pas un problème. Voilà, c'est pas un gros truc. Ça va durer un petit temps et puis après voilà, il y aura un autre rituel que vous pourrez créer aussi avec lui. D'accord, ouais, ça répond vraiment bien J'ai plein de pistes pour bien préparer la chose. Peut-être Mais que alors, toi, il tu faut voulais pas rajouter oublier. quelque chose? Hein. Moi, je voudrais rajouter, alors c'était vraiment juste vraiment pratico-pratique. Parce que Mhm, moi, j'ai passé ma fille dans un lit au sol à 22 mois. Donc, tu vois, mhm, c'était presque des âges similaires. Parce que de toute façon, elle voulait plus du lit à barreaux. C'est-à-dire que je la mettais, elle sortait. Alors, oui, j'ai eu les problèmes qu'elle voulait partout. Euh, et en fait, c'était ça. C'est à toi de voir aussi un peu comment tu bouge peux beaucoup aussi. place. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais pas du tout pensé à ça à l'époque. C'est que c'était pas juste un changement de lit, c'est qu'en fait, c'était un autre matelas. Le matelas n'avait rien à voir avec le matelas du lit à barreaux. C'est-à-dire que c'était un Mhm, matelas qui était beaucoup plus ferme. Et en fait, les enfants sont beaucoup plus sensoriels que nous, parce que nous, on est beaucoup plus pollués par plein d'autres idées. Et on a perdu un peu tout ce qui est la touche avec tous nos sens. Mais les enfants le sentent beaucoup plus. Donc, s'il y a une fermeté qui est un peu différente, enfin, un peu différente, ça passe, mais voilà, c'est très, très différent si le linge de lit est complètement différent. Tu vois, mhm. des textures qui sont très différentes, ça peut rajouter aussi à l'angoisse. Donc, si tu arrives à faire une transition en douceur, c'est-à-dire avec peut-être bah, déjà s'il a un petit oreiller le même, peut-être le même linge de lit, en tout cas pas des couleurs complètement différentes, et la texture, si c'est en coton, de rester là-dessus. Ce genre de petits détails. Ah Et oui, il y c'est. Ouais. a le fait que moi, en fait, ma fille, elle dormait contre les barreaux. Donc, le Mhm. jour où tu enlèves les barreaux, il manque vraiment quelque chose. Alors, toi, si C'est ton la fils, tête de lit, en fait. Il oui, monte toujours pour frotter sa tête contre la tête de lit. ça, c'est le sentiment de sécurité. En fait, Ah, c'est d'avoir quelque chose derrière la tête. Parce que s'il y a un danger qui arrive par derrière, en fait, notre cerveau est un peu câblé pour ah. être protégé derrière, vu qu'on ne peut pas regarder. Donc, c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, je pense la plupart, hein, on dort avec un mur derrière nous. On met les lits contre le mur. Ah oui, oui. Oui. Voilà. Et ben, donc là, en fait, s'il y a aussi le fait de rouler, est-ce que tu faut penser qu'il y ait peut-être un mur au moins qui soit en contact avec le matelas, voire deux si c'est dans un coin. Ah ouais. Et au tout début, voilà, il peut dormir et avoir la possibilité de rouler contre le mur pour garder en fait peut-être Mhm. voilà, ce sentiment Confiance. d'être contraint, Le voilà, de côté confiance. cocon. Voilà. De temps en temps, peut-être qu'après, on n'aura plus besoin. Mais au tout début, si d'un seul coup, c'est vide, ça peut Ouais. être perturbant pour s'adapter. Je vais rajouter des choses dans sa chambre, du coup, aménager sa chambre un peu plus parce que, on va dire, que ça sera un petit peu agrandi aussi. Enfin, à la base, c'était deux pièces et on va casser le mur entre deux. On va pas encore utiliser la totalité de la pièce, mais je vais rajouter des petites choses en fait. J'ai des matelas au sol, des choses comme ça. Donc, effectivement, il faut que je pense à intégrer ça, ouais, effectivement. Moi, je Ça pense peut avec Merci. ce être, que Nathalie a dit et moi, ça te fait quand même plein de c'est pistes ça. en tout cas, pour être préparé. Et pour le gambadage aussi, parce que s'il gambade, s'il veut pas dormir, Généralement, le gambadage, des fois, comme on dit, ça peut être au début parce que c'est nouveau. Oh, bah tiens, je peux sortir, etc. Mais bon, généralement, au bout d'un moment, ça se calme quand même un peu. Enfin, voilà, d'accord. c'est vraiment une grande généralité. Mais des fois, il peut y avoir le côté de la découverte, la nouveauté au début qui fait que oui. Mais on peut laisser aussi apprivoiser en journée le lit, pas que parce que c'est le moment d'aller se coucher, en fait. Pour justement bah, découvrir l'endroit. Ah, tiens, il est vachement bien ce lit. Et puis je m'assois, puis tiens, quand je me mets comme ça, bah, je vois le plafond, il est comme ça, parce que du coup, c'est notre perspective, parce que le lit va être plus bas aussi. Donc la vision depuis le lit va être différente.
Donc, il y a plein de choses à découvrir. Et puis, ben, s'il y a des modifications dans la chambre, ben, c'est bien de le faire participer aussi pour choisir, bah, tiens, qu'est-ce que tu préfères, ça ou ça, où est-ce qu'on pourrait le mettre pour vraiment que ça soit un endroit qui est, comment dire, qui s'approprie. Voilà. Concrètement, une habitude se met en place en environ 3 semaines. Donc finalement, si on galère un petit peu pendant 3 semaines, c'est normal, c'est le temps que ça se mette en place. Et les automatismes, c'est 3 mois. Mais bon, comme le sommeil, il va encore quand même évoluer, il y a des choses qui vont changer, mais voilà. Et aussi s'allonger sur son lit pour voir son environnement de ses yeux à lui aussi. Ça peut Ouais, être Exactement. intéressant. Ce qu'il voit quand il est couché. Mm. exactement. Mais on peut le faire comme un jeu, d'ailleurs, en journée, pas forcément au moment d'aller se coucher, quoi. Oui, Parce que oui. si on découvre le nouvel environnement juste au moment où on va se coucher, alors que c'est un moment où on a besoin de se sentir en sécurité, bon, bah déjà, il y a l'aspect nouveauté, et puis deux, il y a le côté bah, sécurité, où on dit, bah, c'est nouveau, etc. Donc, voilà, de découvrir tout ça, pas juste au moment d'aller se coucher, quoi. Sinon, la Oui, oui, surprise va peut-être compliquer le coucher le premier coup, là. ouais, c'est vrai que c'est pas bête du tout, en fait. C'est super, c'est une super idée, effectivement. Et je vais intégrer aussi la petite lecture d'une petite histoire de soir. Ça peut être sympathique aussi pour montrer qu'on est là aussi. C'est quelque chose qui l'intéresse là par rapport au langage, Oui, aux mots. Alors après, des oui, fois, oui, quand oui. ils sont très stimulés par ça, euh, ça peut faire l'effet inverse, c'est-à-dire que bah, pour eux, ça crée une nouvelle activité, donc ils sont plus Mm. repartis ça y est, on est en activité. Mais voir qu'est-ce qui est vraiment au moment de l'endormissement, qu'est-ce qui l'apaise pour pouvoir Mm. bah, reproposer le même type d'activité ou d'interaction en fait avec l'enfant. D'accord. Je vais y aller doucement, quoi, étape par étape. Je vais pas Après, intégrer puis après, tout faut en même temps. tester et voilà, faut pas se dire, voilà, ça va pas, voilà, faut tester. Des fois, faut avoir un peu de constance sur plusieurs fois pour voir qu'est-ce qui plaît ou qu'est-ce qui définitivement ne marche pas. Mais quand on connaît son enfant, qu'on sait un petit peu qu'est-ce qu'il peut préférer, en bien observer, d'être connecté à lui, ben, voilà, généralement, on arrive à trouver quand même les bonnes pistes. Donc, s'il ne fait pas la sieste l'après-midi, j'ai bien compris, c'est pas grave en fait. C'est son développement, c'est qu'il en a plus forcément besoin. Enfin, je vais étudier déjà les causes. Je vais essayer de réduire ça, on va dire, d'affiner mon diagnostic, entre guillemets. Et si effectivement, bah, c'est le fait qu'il a plus besoin de sieste, bon, ben, c'est pas grave en fait. Un enfant n'a pas forcément besoin de dormir. N'oublie pas aussi une chose qu'elles ont dit qui est assez importante, c'est que finalement, c'est peut-être parce qu'il n'a pas eu un assez trop plein. Donc peut-être que si c'est le langage, eh bien, il va falloir, on peut continuer la sieste à condition finalement de lui donner ce dont il a besoin pour son développement. Ça va le fatiguer et par conséquent, il va Mm. recommencer à faire ses siestes correctement. Et apaiser le système nerveux. Donc, je vais explorer les pistes et Après, ça de se toute passera bien. façon, si en fin de journée, enfin, si tu vois qu'il commence vraiment à être grognon, que ça devient compliqué, c'est que peut-être il a vraiment encore besoin aussi de cette sieste. Mais le fait que tu sois présente avec lui pour faire la sieste, en soi, n'est pas un problème. D'accord, Et puis, il y a très des bien. passages, quand on les supprime, des fois, il y a des jours, il y a la sieste, des fois, il n'y a pas. Enfin, voilà, il y a des... La transition, elle n'est pas... voilà, c'est jamais tout blond ou tout noir, quoi. Donc, ça qui n'est pas évident, C'est vrai qu'il faut est carré accepter, depuis toujours, en faut fait. Donc, accepter l'impermanence. et lui, il dort vraiment presque à heure fixe, enfin, sauf l'été, mais à une heure près, il dort presque à heure fixe, les siestes. Enfin, il est assez carré quand même. Donc, effectivement, oui, il faut accepter que ça bouge un petit peu, que ça soit plus pareil, tout simplement. Caroline, merci beaucoup d'être venue discuter avec nous dans ce podcast parce que ta problématique, c'est quand même une problématique que la majorité des parents vivent, si ce n'est pas tous. Donc, j'espère qu'elles ont réussi à répondre à tes questions. En tout cas, je te donnerai en privé et puis je le mettrai aussi dans les commentaires de cet épisode les liens pour aller suivre et discuter avec Nathalie et Alice. On va rentrer dans le vif du sujet avec des questions qui grattent, qui divisent et en fait finalement qui font parler. Parce que c'est ça aussi la parentalité, c'est des choix, des doutes, des débats aussi. Est-ce que finalement on ne crée pas des troubles du sommeil en voulant trop les éviter? Ça dépend ce qu'on appelle ne pas créer des troubles de sommeil. En fait, ça dépend ce que implique ton, ton affirmation. Alors, c'est hyper compliqué de répondre. Je ne fais que Ça dépend retranscrire qu'est-ce une que ça question qui m'a été sous-entend. posée. C'est presque philosophique en plus, là, hein, c'est... Ouais, il y a deux choses. Il y a qu'est-ce qu'on pense faire pour éviter des troubles du sommeil
Et deuxièmement, est-ce que dans ce qu'on a la définition de trouble du sommeil, est-ce qu'on met bien la même chose derrière? Donc tu vois, quand déjà, rien que dans la définition des termes, c'est hyper compliqué parce que tout le monde va mettre des choses différentes. Et en plus, à la base, normalement, on peut pas parler de trouble de sommeil chez l'enfant parce que son sommeil n'est pas mature. Donc, tu vois, déjà, ça commence mal. Donc, le terme trouble du sommeil, normalement, il est inapproprié. Les pathologies du sommeil, c'est déjà beaucoup plus tard. Il peut y avoir des choses qui entraînent effectivement des difficultés de sommeil, des choses à identifier. Mais bref, bon, ça, on va dire que c'est un débat de spécialistes peut-être qui Alors, ne va pas laisse-moi servir notre retenter. audience. On va les perdre. Alors, Mais attention. après, je sais pas. Moi, je pourrais dire de mon expérience que ce que j'ai mis en place, finalement, m'a évité des troubles du sommeil, tu vois. Mais peut-être que ce que j'ai vécu, des personnes auraient considéré que c'était déjà trop dur, tu vois. Donc en fait, parce que plusieurs réveils par nuit, mais pour, je sais pas, de l'allaitement qui se rendort assez rapidement et globalement dans la journée, tout va bien. Bah pour moi, c'est normal, mais d'autres personnes vont dire qu'il y a une difficulté ou un trouble du sommeil. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde pas la même vision de ce qu'est le sommeil, en tout cas dans la culture populaire. Je pense qu'au niveau plus scientifique, il y a une sorte de définition sur le fait de faire ses nuits. On va dire que, enfin, tu me confirmeras, Alice, mais la chose acceptée, c'est de dire un enfant qui dort 5 heures d'affilée, en gros, c'est un enfant qui fait ses nuits, enfin, un bébé qui fait ses nuits. Et ça, c'est évolutif en plus avec l'âge. Et on peut pas, même pas avoir les mêmes attentes entre un nourrisson de quelques semaines, un bébé de quelques mois, un bébé qui a plus d'un an, plus de 2 ans, 3 ans. Enfin, en fait, c'est hyper compliqué comme. Alors oui, je pense qu'on peut mettre les chances de son côté en faisant le bon environnement, en repérant s'il y a des problématiques peut-être physiques ou médicales, en ayant vécu une grossesse joyeuse, un accouchement qui s'est bien passé. Oui, on peut effectivement mettre un maximum de chances de son côté. Et aussi en se renseignant sur la réalité du sommeil aussi de l'enfant, parce que ça va nous éviter d'avoir des attentes peut-être irréalistes, et aussi de savoir ce qui favorise le sommeil et ce qui ne le favorise pas. Mais c'est pas pour ça que on aura un bébé qui va dormir 12 heures par nuit sans réveil. Enfin, ça, c'est totalement irréaliste, par exemple. Et en plus, surtout, ce n'est pas souhaitable. Parce que ça mettrait même en danger un bébé en venant à la maternité de ne pas s'alimenter pendant plusieurs heures, enfin, voilà, d'affilée. Je reformule parce que j'ai une question assez similaire. Donc, le sommeil parfait, c'est une utopie, c'est une pression de plus pour les parents. Mais avant de vous laisser répondre, les filles, j'aimerais vous lire un message très fort d'une maman solo d'ailleurs, qui m'a écrit sur Instagram. Ce qu'elle vit, c'est représentatif de ce que beaucoup de parents ressentent, mais qu'on n'ose pas toujours dire finalement à voix haute. Donc, c'est mon petit chou se réveille tous les matins beaucoup trop tôt, en râlant. Il veut tout et rien alors qu'il n'a pas posé le pied par terre. À 5h30, 5h45, commencer la journée ainsi sans explication ne m'aide pas à être calme intérieurement. Donc, elle précise, je suis maman solo sans le papa qui est parti et n'a pas reconnu baby C. Alors donc, du coup, la situation n'est pas simple. Cette maman, elle m'a ensuite confié beaucoup plus de détails sur leur quotidien. Donc, il a 22 mois, c'est une marmotte depuis toujours. Il a fait ses nuits à 6 semaines. Il a connu quelques dérèglements après la marche, un déménagement, mais cette maman, elle a réussi à gérer. Il est en crèche Montessori, donc il est habitué à un grand lit. Elle a tenté à la maison il y a 3 mois, mais il se relevait sans cesse et se levait très tôt, vers 5h15, même avec un réveil visuel. Et donc, elle en a déduit que c'était encore trop tôt pour ce changement. Et là, depuis 4-5 mois, il se réveille à 5h30 et n'enchaîne pas son dernier cycle de sommeil. Et depuis un mois, il redort un peu le matin, mais il a aussi eu les canines qui ont poussé, une bronchite, des diarrhées et une carence en fer sévère. Donc, il se fatigue. C'est un enfant qui actuellement se fatigue très vite et réclame le lit dès le matin. Donc, finalement, ses horaires hors crèche, réveil 5h35, biberon à 6h30, entre 9h30 à 10h45, voire 11h, sieste ou activité, le repas à 11h30, de 14h à 15h30, la sieste, de 14h à 15h30, la sieste, à 17h30, retour maison, bain, dîner, 19h30, 19h45, coucher. Par contre, lorsqu'il va à la crèche, 5h30 réveil, 6h30 biberon, donc là c'est toujours pareil, à 9h crèche, donc là-bas il n'y a pas de sieste le matin, de 12h30 à 14h30, là par contre ils font la sieste, à 18h il est affamé donc il a son repas et à 19h il tombe de fatigue. Donc il dort très bien la nuit sans réveil,
Mais les réveils à 5h30 sont durs pour cette maman. Quand elle le couche plus tard le week-end, il se lève à 6h30. En semaine, il est trop épuisé pour tenir plus tard. Il s'endort parfois sur son repas. Donc vraiment, sa question, c'est comment faire pour qu'il enchaîne son dernier cycle de sommeil. Il dort environ 10 heures, mais est-ce qu'on ne peut pas l'aider à dormir un peu plus? Il y a énormément en fait de choses là qu'on pourrait, oui, qu'on pourrait dire. Alors déjà, les réveils matinaux, c'est quand même un des problèmes qui est presque l'un des plus durs, je trouve, avec les réveils prolongés. C'est-à-dire que c'est pas le soir, on est encore réveillé en tant que parent, c'est qu'on se fait réveiller et qu'après, c'est dur pour nous. Mais je trouve que c'est l'un des problèmes où le diagnostic est presque le plus dur parce que c'est vraiment multifactoriel. Et aussi, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut, enfin, un problème à résoudre. Et là, typiquement, comme d'après les horaires que tu as dit, il dort 10 heures à 10h30 par nuit. Et on a tous, en fait, en tant qu'être humain, on a tous un nombre d'heures euh, nécessaires pour notre bon fonctionnement. Donc, on le voit en tant qu'adulte, hein. Moi, j'ai besoin de dormir 9 à 10 heures par nuit. Donc, je ne sais pas vous, c'est combien, mais effectivement, il y a une la variabilité et il y a cette idée fausse et qui est malheureusement encore très courante parce qu'il y a beaucoup de comptes sur le sommeil qui en plus en font leur beurre, de dire qu'il faut dormir au moins 11 heures, 11h30, voire 12 heures par nuit. Je sais qu'à l'entrée en maternelle, des fois, ils le disent à la réunion parents, il faut que vos enfants dorment 12 heures, sinon ils sont fatigués. Du coup, forcément, tous les enfants qui dorment pas 12 heures, bah, les parents se disent qu'il y a un problème. Et c'est là où je rebondis par rapport à la question où est-ce qu'on ne se crée pas des problèmes? C'est qu'en fait, si on part d'idées fausses qu'on nous a transmises, effectivement, on voit des problèmes là où il n'y en a pas nécessairement, ou en tout cas où la solution n'est pas en fait ce qu'on va appliquer. Donc là, dormir 10 heures, 10h30, bon, c'est dur de savoir si c'est bien pour cet enfant en particulier, mais c'est tout à fait dans la norme hein, pour cet âge-là. Donc si on s'endort à 7 heures, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui vont dormir jusqu'à 7 heures le lendemain. Donc c'est quelque chose à garder en tête par rapport aux horaires qui sont donnés. Ensuite, le fait de se réveiller en râlant, ça aussi c'est quelque chose qui est beaucoup dit pour un indicateur qu'il n'y a pas eu assez de sommeil. Mais en fait, ça dépend énormément du tempérament. C'est-à-dire que même en tant qu'adulte, il y a des gens, faut pas leur parler le matin. Donc ça, c'est Je aussi à suis dans voir. cette case, moi. Et oui, et ça a été prouvé scientifiquement. Ça s'appelle l'inertie du sommeil. Beaucoup d'enfants en souffrent. Après, c'est dû à l'immaturité aussi du système nerveux. Quand ça se prolonge à l'état adulte, on conseille à ces gens-là de ne pas prendre de décision avant 10 heures du matin. Parce qu'il faut voir les dégâts que ça peut faire dans la vie. Parce que c'est vraiment le cerveau, avant 10 heures du matin, c'est pas fonctionnel. Donc, un bébé qui se réveille et qui râle, c'est pas nécessairement la fatigue. Ça peut être aussi, je viens de passer 10 heures sans te voir, maman, là, ça me met de mauvaise humeur. Donc, j'ai besoin de te voir et ça va prendre un peu de temps avant que j'ai mon compte, peut-être. Donc, tout ça, c'est des choses aussi. Il faut se détacher de toutes les croyances qu'on a, éventuellement peut-être eues avant, pour voir la situation sous un angle, voilà, un petit peu flexible. Est-ce que c'est Oui, vraiment... mais Voilà. flexible, la maman est fatiguée. Elle précise qu'elle est maman solo et qu'elle, elle a besoin de dormir à cette heure-là, en fait. Exactement. Alors, dans ces cas-là, est-ce que si euh, on ne peut pas nécessairement arriver à faire dormir quelqu'un 11 heures par nuit si bah, la nuit, elle fait 10 heures, là, une autre piste, c'est d'arriver à décaler. C'est-à-dire qu'au lieu de s'endormir à 7 heures, progressivement, de s'endormir à 7h30 ou 8 heures, pour arriver à des réveils plus tôt, plus tard. Non, pas plus tôt. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est vraiment... les réveils matinaux, c'est vraiment très complexe et c'est très dur de donner une réponse ou des pistes sans vraiment euh, avoir soit plus de détails, soit expliquer qu'on tente et qu'on voit si ça marche ou pas, on tente d'autres choses parce que c'est vraiment très très global, hein. Ça va aussi avoir avec, justement, si on veut décaler, là, ça va être tout le rythme de la journée, les activités, tout ce qui se passe. Donc, par rapport à ce que tu as dit, ce qui se passe en crèche, ça rend aussi les rythmes différents. Si ça lui convainc mieux par rapport à l'horaire de réveil, peut-être essayer de voir comment elle peut coller plus à ce rythme, qui est celui qui est à la crèche Montessori, par exemple. Oui, parce que le rythme de la crèche et le rythme finalement lorsqu'il ne va pas à la crèche, ce sont deux rythmes complètement différents. Voilà, et ça doit être aussi peut-être perturbant d'avoir, je ne sais pas combien de jours l'enfant est à la crèche. Donc sur une semaine, il va y avoir quand même deux rythmes assez différents et qui ne sont pas plusieurs jours d'affilée pour arriver à bien s'installer dans ce rythme-là. Donc c'est peut-être aussi perturbant.
Je vais rebondir sur plusieurs choses. Alors, pour moi, il y a plusieurs points à creuser. Alors, dans ce que j'ai lu quand même, j'ai remarqué que quand l'enfant il n'était pas à la crèche, ça lui arrivait quand même de faire des siestes le matin. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, on s'attend quand même plus trop à avoir des siestes le matin. Donc, ça montre quand même qu'il y a un besoin de sommeil. Donc, on pourrait tenter de se dire, parce qu'en fait, il dort pas forcément 10 heures. Enfin, en gros, la moyenne à cet âge-là, bon, c'est une moyenne bien sûr, et il y en a qui vont avoir besoin de plus et d'autres moins. C'est à peu près 12 heures par 24 heures. Mais comme disait Alice, quand on change un rythme, forcément, ça a un impact et il faut savoir comment l'organiser. Parce qu'on ne peut pas dire un jour tu vas faire comme ça, le lendemain autre jour. Parce que notre horloge interne, elle peut pas, elle n'est pas adaptable comme ça. C'est un petit peu vous, comme vous quand vous voyagez à l'étranger et qu'il y a un décalage horaire, vous avez ce qu'on appelle le jet lag. Votre corps, il n'arrive pas à s'adapter comme ça en un claquement de doigts. Bon bah allez maintenant, je suis à l'horaire de New York. Non, ça marche pas comme ça. Bon, là bien sûr, c'est pas aussi flagrant, mais quand même ça a un impact. Et plus on est réglé et régulé, effectivement, et plus en plus ça donne des signaux au corps que bah, tiens, c'est maintenant qu'on s'endort et ça donne aussi des endormissements plus faciles. Oui, ce qui me faisait dire que peut-être effectivement de rallonger le matin était possible, c'est que sur ces fameux matins où il dort, je me dis, bon, peut-être qu'il a quand même besoin de dormir un petit peu plus parce que les siestes qu'il fait, c'est bon, c'est 1 heure et demie. Bon, en gros, il fait un cycle de sommeil, hein, grosso modo, on va dire. Donc peut-être que ça serait envisageable, mais effectivement, c'est pas forcément le plus évident. Et d'ailleurs, quand elle le couche plus tard, dans la situation, c'était indiqué qu'il se réveillait effectivement plus tard aussi. Donc il a quand même, à son âge déjà, la capacité à se décaler un peu, ce qui n'est pas donné à tous les enfants, hein, faut le savoir. Des enfants jeunes ou des bébés, on peut parfois les coucher plus tard, ils se réveilleront toujours à la même heure le lendemain matin, hein. Donc c'est pas forcément gagné pour vous que ça fonctionne du premier coup. Pour le matin, bah là, vu qu'on est justement l'été, ce qui peut aussi arriver, c'est que avec la lumière et le soleil qui se lève plus tôt, bah, ça donne en fait un indicateur à notre cerveau que c'est le moment de se réveiller parce qu'il fait jour en fait. Et ça, c'est une vraie problématique. Donc, si on a la chance de pouvoir avoir une pièce totalement sombre et quelque chose de totalement occultant, peut-être que ça peut prolonger un peu le sommeil, notamment pour l'été. Mais c'est pas, c'est sûr que c'est pas une garantie, mais ça peut aider. On aura déjà plus le perturbateur du sommeil qui se lève. Parce que forcément, notre cerveau, il est fait pour se réveiller avec la lumière du jour, ces histoires d'hormones de cortisol qui est produit pour nous dire, bah, eh oh, maintenant c'est l'heure de se réveiller. Donc ça pourrait être une chose pour aider. Et après, parfois, ce qui peut aider aussi, c'est d'essayer de terminer la nuit avec l'enfant. Parce que du fait qu'il est justement contre nous, des fois, on va réussir, nous, alors on n'aura pas un sommeil aussi profond que quand on dormait toute notre nuit dans notre lit, mais le fait d'être avec l'enfant, ça peut aider lui à l'aider à se rendormir un peu. Alors, il n'aura pas un sommeil forcément très profond, mais nous, ça peut nous donner un petit peu plus de sommeil pour récupérer. Et après, sinon, effectivement, si nous, on arrive aussi à se coucher plus tôt, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une problématique chez nous, les adultes, les adolescents et tout ça, avec nos écrans, on se couche de plus en plus tard et les études montrent que les adultes ont perdu, je sais plus, enfin c'est 1 heure de sommeil, enfin c'est en très peu d'années, on a perdu 1 heure de sommeil, mais en fait c'est énorme sur la récupération d'un adulte et forcément ça se cumule et on finit par être fatigué. Donc si on arrive à se coucher plus tôt le soir, même nous, en fait ça nous permet aussi de pouvoir se réveiller plus tôt le matin. Et 5h30, c'est vrai que comme disait Alice, c'est le début de l'horaire physiologique de réveil du matin, en fait. Donc, si c'est vraiment son heure, ça va être compliqué. Mais après, je comprends que le soir, ça puisse être difficile dans les moments où il n'a pas la possibilité d'avoir cette petite récupération de sieste le matin. On a vu que quand même que dans ces cas-là, le soir, il était fatigué plus vite. Mais après, le fait d'être en crèche, il y a aussi plus de stimulation avec les autres enfants, etc. Donc, ça peut aussi amener plus de fatigue que quand il est gardé chez mamie, par exemple, ou chez soi, quoi. Donc il y a ça. Et un autre point sur lequel je voulais rebondir, elle a quand même signalé qu'il y avait une carence en fer. Ça peut amener des difficultés parfois aussi de sommeil. Mais là, la nuit, apparemment, le sommeil n'est pas perturbé. Donc, j'ai pas forcément l'impression qu'il y a un impact, même si ça serait quelque chose à traiter par rapport à l'alimentation, de la complémentation. Enfin, ça, c'est quelque chose après qui se fait dans le cadre d'un accompagnement individuel. Ça se fait pas comme ça. Voilà ce que j'aurais pu dire pour compléter. Merci Nathalie. Mais alors moi, j'ai envie aussi encore de rebondir sur quelque chose qu'a dit Alice tout à l'heure en parlant des marchands de sommeil. Quel est le pire conseil que vous entendez souvent sur le sommeil?
Il y a tellement, sincèrement, hein, je sais pas comment ça se passe pour tout ce qui est Montessori. J'ai appris aussi qu'en diversification, il y avait un max de choses fausses. Pour le sommeil, je trouve que c'est assez extrême parce qu'il y a des choses fausses. Bon, ça pourrait être juste faux. Il y a des choses qui sont pas, à la limite des fois comme on dit, des violences éducatives ordinaires. Donc pour Mm. moi, le conseil, c'est on le laisse pleurer, il finira par comprendre que c'est l'heure de dormir. Parce que bien sûr, c'est comme ça que ça marche. Ma pire conseil, souvent, ouais, comme tu dis, dans les marchands de sommeil, c'est un peu. Enfin, moi, je vois qu'il y a un peu le forcing de votre enfant dort pas assez. Et donc, moi, même moi, des fois, en accompagnement, les gens me disent, non, mais attends, mais là, il dort pas assez. Je dis, mais attends, est-ce que ton enfant, en journée, il est de bonne humeur? Est-ce que ça va bien? Oui, ben, c'est bon, là, on va se détendre. Tout va bien, en fait. On va pas se stresser d'un truc qui n'existe pas. Donc oui, on peut peut-être installer des choses pour que ça soit plus confortable pour vous, mais ne vous attendez pas à ce qu'ils dorment plus. À un moment donné, tu as ton quota sur 24 heures, on ne peut pas forcer quelqu'un qui n'a pas de sommeil à dormir, quoi. Et donc ça crée des combats, des endormissements longs, bah, évidemment, parce qu'en fait, c'est pas encore le moment, je suis pas fatiguée. Donc oui, des endormissements qui durent plusieurs heures. Et donc après, bah, ça induit... L'analyse est fausse, donc forcément, le conseil est faux. Du coup, le parent galère. Et donc, c'est un peu l'excuse de oui, mais il y a besoin de faire plus. Et en fait, on va jouer sur la fatigue et la peur des gens, en fait. Et des fois, mais tu crois, il dort pas assez, il va pas bien se développer. Oui, mais en fait, il y a la quantité de sommeil, mais il y a là aussi la qualité du sommeil. Et comment est-ce qu'on évalue que l'enfant il a assez dormi? Ben, c'est en fait son état aussi dans la journée. Est-ce qu'il est joyeux? Comment se passent les journées? Est-ce qu'il est tout le temps grognon? Est-ce que oui, si les journées sont aussi un enfer, là, oui, il y a un problème. Là, il y a des choses à creuser. Mais pour rejoindre ce côté je laisse pleurer, c'est qu'en fait, souvent, c'est la solution qui arrive à la fin, dans le sens, comme votre enfant il est fatigué, il faut absolument qu'il dorme. Et ben en fait, on va le laisser pleurer, mais en toute bienveillance, parce que c'est pour son bien. Voilà, C'est pour voilà. son bien parce qu'il a besoin de dormir. Donc, faut qu'il dorme. Ok, d'accord. Mais en fait, non. Non. Et ça, à moyen terme ou à long terme, ça maintenant on le sait, qu'il y a des impacts et ils sont pas forcément visibles tout de suite. Et puis c'est des choses qui seront pas forcément, qui peuvent être en lien avec le sommeil, mais qui seront pas forcément en lien aussi avec le sommeil. Tout le lien d'attachement, toute la sécurité intérieure, et puis ça dépend aussi suivant les âges auxquels c'est arrivé. C'est-à-dire que des fois, pour des bébés très très petits, les nourrissons, c'est un peu invisible parce que finalement, oui, la méthode de pendant 3 jours. D'ailleurs, c'est un peu un des sujets dont j'ai parlé il y a pas, dans ma newsletter là. C'est-à-dire que oui, vous laissez un bébé, un nourrisson, pendant 3 jours, sans répondre à ses pleurs, oui, il va plus vous appeler parce qu'en fait, il a compris que vous ne viendrez pas. Sauf pour certains enfants qui, eux, de toute façon, vont continuer à pleurer. Donc en plus, cette soi-disant solution miracle, il faut savoir qu'avec certains enfants, ça ne marchera pas, hein. Et d'ailleurs, plus les enfants grandissent et moins cette solution fonctionne. Parce que déjà, ils ont plus d'énergie, donc ils peuvent aussi appeler et crier plus fort. Ils vont se fatiguer en beaucoup plus de temps. Donc, même si on voulait aller dans l'horreur du côté, oui, mais moi je m'en fiche, quoi qu'il arrive, il faut qu'ils dorment et il faut qu'ils se débrouillent, bah, en fait, il y a pour des enfants, dans tous les cas, ça ne marchera pas, en fait. Et vous pouvez attendre des heures avant que l'enfant s'endorme, entre guillemets, d'épuisement. Mais bon, je pense que tout parent normalement constitué n'a pas envie d'imposer ça à son enfant. Et si on se remet dans le contexte de nous, si ça nous arrivait à nous-mêmes en tant qu'adultes, qu'on était en détresse et qu'on appelait quelqu'un, on aimerait bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne, que notre, je sais pas, notre conjoint vienne, ou un ami, ou je sais pas, mais pas de rester seul avec notre détresse, en fait. Donc voilà. Donc ça, je pense que c'est un peu ouais, le pire. Et après, il y a toutes les techniques associées hein, qu'on a l'habitude d'entendre, enfin la technique de la chaise, etc. On reste à côté de l'enfant, mais on le regarde pas, on n'intervient pas, on lui dit juste je suis là, voilà, faut pas. Et après, à la fin, on finit derrière la porte. Enfin voilà, ce genre de truc. Et je sais que Alice a été très attaquée il y a pas très longtemps pour avoir un petit peu Parce que, dénoncé ce genre de truc. voilà, je J'ai pensais été atterrée par ces attaques, mais vraiment, ça m'a dépassée. J'ai fait, mais c'est pas possible de voir ça, quoi. Et quelque part, est-ce que c'est pas rassurant de se dire que justement, donc les gens qui font ce genre d'approche, ils sont aussi pas sains dans leur tête, parce qu'ils sont capables d'être violents sur Internet. Je me suis dit, bon, ça me rassure sur le fait que de toute façon, c'est des gens qui sont autres. Et après, du coup, nous, on peut essayer de transmettre ça aux parents, bah, du coup, qui essaient qui veulent comprendre, qui veulent faire les choses bien, parce que sinon, enfin, c'est perdu d'avance avec les autres. J'ai essayé de discuter, parce que moi, là, j'étais très, pas dans le conflit. On peut remettre dans le contexte, hein, en général, je suis très consensuelle, hein, je fais juste des posts scientifiques, mais là, j'avais emprunté un livre à la bibliothèque.
C'était une horreur, c'est un best-seller. Donc, en plus, j'ai même pas attaqué la personne, parce que ça n'a pas d'intérêt. C'était sur les idées scientifiques. Mais tu as commenté le livre. Je me J'ai souviens très commenté. bien parce que j'ai tout vu, tes stories et tout. J'ai trouvé ça Merci. bien fait. Non, mais en plus, c'était factuel. Il n'y avait aucune attaque Argumenté. personnelle, Non. aucun jugement, pas d'insulte, rien du tout. Tu reprenais ce qui était indiqué et tu disais, bah non, aujourd'hui, avec ce qu'on sait avec tel truc, non, ça, c'est pas possible, etc., etc. Mais ça a été très loin, jusqu'au droit de réponse en Ouais. story. J'ai eu mal. Je beaucoup ont eu J'ai eu mal. mal, je me suis dit, Spilo, si j'avais affiché ça en story. Oh là là, j'en ai souffert. Et Trop dur. après, je me suis dit, moi, ce qui m'a. Bon, que cette personne-là défende son beefsteak, c'était attendu. Mm. Après, il y en a d'autres, hein, qui étaient en message privé. Donc, je me suis dit, cela, peut-être que je peux essayer de leur expliquer ma démarche. C'est peine perdue. Donc, c'est pour ça, en fait. Il y a d'autres parents qui me disaient, ah, bon, là, ça m'intéresse parce que moi, j'avais compris ça comme ça. Mais il y en a d'autres qui m'ont promis la prison. Non, mais n'importe quoi. Ah oui, Oh, oui. en Non, mais ça va très loin. Les réseaux sociaux, les gens, tu sais, on parle pas en vrai, ils se permettent d'écrire des trucs. C'est limite, tu peux recevoir des menaces de mort pour émettre un avis sur un truc, hein. Enfin, c'est très, très grave quand même. Après, qu'on puisse remettre ça en perspective. Voilà, c'est ça. Moi, mon avis, quand même, qui Un était le sujet mieux, c'est émotionnel. dans le doute, hein, surtout, votre bébé pleure, vous y allez. Donc, vas-y, mettez-moi en prison, quoi. C'est Mm. moi la femme à abattre dans tout ce qui se passe. Voilà. Dans l'éducation, donc c'est tellement excessif et c'est assez aberrant. Mais l'éducation, la parentalité, le sommeil, c'est des sujets qui touchent tellement à l'émotionnel parce que, en fait, je pense qu'aussi les gens ils réagissent de manière très émotionnelle et en fait n'ont même pas intégré que la façon dont ils réagissaient, c'est lié à l'inconscient et peut-être même à leur propre histoire d'enfance. Parce qu'en fait, quand on fait ça, on remet quelque part en question l'éducation aussi qu'ont donné nos propres parents et il y a quand même il faut pas se le cacher, on est beaucoup d'adultes et encore beaucoup d'enfants actuellement à être dans des relations d'amour toxique avec nos parents et notamment avec les mères. C'est une réalité, c'est un peu dur et peut-être qu'il y a des gens qui vont être offusqués de ce que je viens de dire, mais en fait c'est une réalité et c'est pas jeter la pierre, c'est simplement expliquer pourquoi ça crée des réactions comme ça tellement violentes et émotionnel, mais si ça crée de l'émotion chez vous, c'est qu'il y a une raison en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui vient vous chercher et il faut identifier quoi. Et si même il y a des traumas, mais en fait, c'est pas grave, hein, personne n'est parfait, on a tous nos failles. Mais essayez de voir ce que c'est et peut-être de pouvoir travailler dessus parce que ça vous servira à vous, ça servira à vos enfants et vous serez aussi beaucoup plus libre de vos choix et vous ferez beaucoup moins manipuler aussi pour obtenir des solutions parfois qu'on va vous dire rapides et définitives. Ça fait vendre, en fait. C'est ça. Après, je le comprends, c'est-à-dire que moi aussi, quand j'étais vraiment Quand on est euh, désespéré, on est au bout du désespérée, rouleau. c'est-à-dire- parce que je me rappelle très bien, donc cette personne que j'ai attaquée, bah, avant que. Mhm. Enfin, je n'ai pas attaqué justement. Quand ma fille dormait pas, j'avais eu cette consultante. J'ai déjà dépensé de l'argent. J'ai fait un post dessus, hein, donc c'était, elle m'a vendu donc la méthode de on sort 30 secondes, on revient, on s'en va, voilà. Et voilà, il faut un doudou. Bon, donc j'ai le doudou, le doudou, j'ai fait. Et après, je me suis dit, du coup, elle dormait toujours pas, j'en pouvais plus. Et là, je vois ces accompagnements, donc une autre personne, qui étaient tellement chers que je me suis dit, si elle a l'audace de les faire à ce prix-là, c'est que ça va marcher. Est-ce que ça vaudrait pas le coup? Est-ce que ça vaudrait pas le coup de payer une fois 400 € et de dormir? Parce que, enfin, c'est une énorme somme. Mais quand on se dit, je vais dormir pendant des mois alors que là, il n'y a rien qui marche. Et c'est. Donc, quelque part, je comprends les parents, mais je me dis, j'arrive pas à casser ce cycle. Je fais le compte, j'essaie de faire beaucoup de contenu gratuit. Mais à la fin, les parents, on leur a. Je pense qu'il y a un problème d'adéquation entre justement le vrai sommeil, Mm. ce qu'on attendait. Et du coup, ils disent, mais si les nuits de 12 heures existent vraiment, est-ce que 400 €, c'est pas un petit prix à payer pour les avoir? Et finalement, toi et moi, ce qu'on leur dit, c'est que bah, peut-être elles existent, mais c'est peut-être pas pour votre enfant. Et s'il les fait pas, en fait, c'est pas non plus un problème. Et ça, ben, ça fait pas. Et puis, il faut trouver parce que quand on vous vend des solutions toutes faites comme ça, c'est pas du tout individualisé. Et en fait, il y a souvent, alors quand il y a vraiment des difficultés, il y a toujours une raison, il y a toujours une cause. Ou en tout cas, si on peut pas agir dessus, il y a au moins une explication en fait. Est-ce que voilà, c'est le tempérament, mais est-ce qu'il y a d'autres freins au sommeil qui peuvent expliquer ces difficultés? Et bon, ça, en gros, c'est le travail que je fais dans les accompagnements, c'est de creuser, de tout analyser pour dire les pistes, pour que les gens aussi comprennent. Parce que quand on comprend déjà,
ça enlève quand même une charge, même si on n'a pas la solution miracle. Et ensuite, c'est de faire des choses progressivement pour améliorer. Mais c'est normal, il y a beaucoup de personnes qui sont pas prêtes aussi à entendre ça. Et en fait, euh, ah voilà, ça y est. C'était le sujet exact de ma newsletter du jour, qui était, on vous a vendu, ça sera un post d'ailleurs aussi qui va être fait, on vous a vendu comment dire, l'endormissement miracle avec des méthodes. Alors, il y a 40 ans, c'était les médicaments. Là, il n'y a pas longtemps, c'était le laisser pleurer. Et maintenant, on vous fait croire qu'il y a une méthode bienveillante pour que votre enfant y dorme, en fait, directement. Qu'on peut transposer ça à une méthode bienveillante. Mais non, en fait, c'est que avec tout ce brouhaha, on va dire, médiatique, enfin, de communication, et même de ce que, malheureusement, aussi les professionnels de santé qui ne sont pas formés aussi parfois continuent à véhiculer, bah, en fait, ça crée des attendus dans l'inconscient aussi des gens qui se disent, bon, bah alors en fait, c'est qu'un enfant, ça doit être comme ça. Mais moi, je ne veux pas utiliser une méthode de laisser pleurer. Ok, très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une autre méthode miracle, bienveillante, pour arriver au même résultat. Et là, je pense qu'actuellement, en 2025, on est un peu dans cette veine. On est actuellement là-dedans. Tu sais, Nathalie, enfin Nathalie, Alice, lorsque j'ai fait mes recherches un petit peu pour ce podcast, parce qu'au départ, je me suis dit, je vais y aller au feeling, je vais essayer de faire un truc en totale improvisation. De toute façon, c'est vous qui parlez. Moi, je ne suis là que pour vous poser des questions. Vous êtes mes invités. Mais au dernier moment, j'ai commencé à stresser. J'avais de plus en plus de questions. Et donc, je suis aussi allée voir sur les forums ce qui se disait. Et concrètement, j'ai lu dormir à 19h30 en vacances, c'est une excellente idée car c'est une recette pour rater ses vacances. C'est un commentaire pour une maman qui est désespérée, qui demande des conseils. Voilà ce qu'elle se prend en pleine figure. Encore un autre. Mais vous croyez vraiment qu'il faut faire la sieste pendant les vacances parce que ça ruine l'ambiance familiale? Et dernière chose que j'ai vue, de toute façon, est-ce qu'on ne veut pas trop contrôler quelque chose qui est censé être naturel? Vous faites tous du grand n'importe quoi. Dernier commentaire que j'ai noté parce que je le trouve énorme aussi. Est-ce que trop en faire pour bien dormir ne nuit pas justement au sommeil? Vous vous rendez compte qu'il y a des parents qui recherchent de l'aide et qui se prennent ça en pleine figure. C'est Et la violence Alice, des toi, tu as réseaux sociaux. subi, et alors les professionnels, on n'en parle pas. Alice vient clairement de nous expliquer sa situation. Ah non, mais il y a plus aucune bienveillance entre les gens, Mm. par définition. C'est-à-dire qu'il y en a, ça leur apportait rien de me descendre, hein. C'était pas leur bouquin. C'est cette, je sais pas, c'est la parentalité parce qu'on est tellement seul et qu'on galère et du coup on se dit moi j'ai galéré, les autres doivent galérer pareil. Ou voilà, moi personne m'a aidé, je vois pas pourquoi on va aider les autres. Ou c'est ce truc où, comme on a dit aussi par rapport à ce qu'on nous a fait à nous, on défend nos blessures, on défend aussi tout le reste. Enfin, j'essaie de me dire que c'est plutôt ça que le fait que juste les gens sont juste pas sympas. Je sais pas, naturellement. Enfin, voilà, quelqu'un qui demande juste un conseil sur Internet, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller lui dire tu fais n'importe quoi ou de toute façon, voilà. Tu ruines Et tes en plus, vacances. des fois, et en fait, dans les deux sens, c'est-à-dire que des fois, moi, j'ai des trucs, non, mais de toute façon, c'est normal, un enfant, ça dort pas, attends. Et des fois, je lis, je dis, mais non, là, ça, c'est pas normal. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en gros, une même situation peut, enfin, des symptômes identiques peuvent être parfois, les causes peuvent être totalement opposées, en fait. Ou ça peut être normal ou absolument pas du tout. Et donc, c'est ça qui est compliqué, c'est que les gens cherchent des recettes toutes faites, mais en fait, on ne connaît pas leur situation. C'est comme un peu pour l'alimentation aussi, tu vois, dans certaines situations. Ben oui, mais en fait, chacun n'a pas exactement le même besoin de nombre de calories, la répartition des macronutriments, c'est pas la même dans la journée parce que ça dépend de notre physiologie. Ben en fait, le sommeil, les situations, ben c'est pareil. Les familles n'ont pas les mêmes situations, les horaires des parents, s'ils travaillent ou pas, les histoires de vie. Enfin, il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Donc, en fait, trouver une solution universelle à un problème individuel, ben, en fait, vous allez avoir des grandes lignes. Donc, dans les formations, oui, on transmet, entre guillemets, la science du sommeil, si je puis dire, les choses qui sont un petit peu universelles, mais en fait, il y a souvent des variations par rapport à cette base sur laquelle ensuite on adapte en fonction de notre situation particulière. Et on peut pas faire un truc, voilà, un truc tout fait, quoi. Et par exemple, des réveils nocturnes, dans certains cas, en fait, ils sont totalement explicables, en fait. Parfois, on peut les résoudre, puisqu'il peut y avoir des enfants qui se réveillent parfois, mais notamment avec la diversification, tout ça. Et dans d'autres cas, on peut se dire, ah oui, c'est vrai que là, ça fait quand même beaucoup. Enfin, on peut chercher, en fait, des choses, mais
Mais ça demande un peu de travail, de discernement, d'analyse, et c'est pas aussi rapide que de dire bon, là je reprends l'exemple, si une personne mettait juste mon enfant se réveille à 5h30, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il dorme jusqu'à 7h30? Qu'est-ce que tu veux? Enfin, sans aucun contexte, sans rien, je vais être bien en peine de te dire. Enfin, je veux dire, là, on peut creuser pendant 3 heures, en fait, sans contexte, sans rien. Et Alors justement, Nathalie, au lieu de creuser pendant 3 heures, parce que nous sommes trois grandes bavardes, et d'ailleurs j'ai l'impression de ne pas pouvoir parler à ma juste valeur. Qu'est-ce que je viens de dire? J'aime parler, je vous écoute bon bref, est-ce que moi ce que je vous propose, c'est qu'on passe finalement au moment clé de cet épisode parce que l'été, ce n'est pas juste la chaleur, c'est aussi le rythme qui est chamboulé. Il y a des siestes qui sont oubliées, on en a parlé. Il y a des couchers qui sont aussi décalés. Et en fait, les vacances, finalement, ça peut bousculer un peu tout. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on en parle parce qu'au départ, quand je vous ai invité sur ce podcast, je vous ai dit, on va se faire un podcast sommeil, mais spécial été. Et ma première question, c'est comment aider un enfant à dormir quand il fait trop chaud la nuit? Alice? C'est dur. Eh oui. Sincèrement, après, bon, s'il fait trop chaud, il fait trop chaud. Bon, on peut pas non plus faire des miracles. Après, on peut jouer bien sûr sur comment l'a dit un enfant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est contre-intuitif, hein. C'est que s'il fait vraiment très très chaud, on met les enfants en couche, on les laisse en couche. Et même nous, en tant qu'adultes, des fois, ben, on dort nu ou dans le plus simple appareil. Et en fait, c'est pas ce qui est prévu pour le corps pour se refroidir. C'est-à-dire que la transpiration, si elle reste sur le corps, elle fait pas son boulot. C'est-à-dire qu'on est tout mouillé. Et c'est l'évaporation de la transpiration qui fait qu'on se refroidit. Pas de beaucoup, mais c'est ça qui va aider. Et en fait, l'évaporation, elle se fait pas s'il fait bah, 28 dans la pièce et que nous aussi, on est nu. Donc, en fait, ce qui peut aider, bon, un ventilateur, mais jamais dirigé complètement sur le visage, ou en fait, un tissu très léger. C'est pour ça qu'en fait, beaucoup d'entre nous, même en tant qu'adultes, on a ce réflexe de mettre un drap très léger, même s'il fait chaud, parce qu'en fait, on a moins chaud avec le drap que sans drap. Et alors moi, mes enfants, ils ont trouvé une idée géniale. En fait, tous les matins, je ramasse des pains de glace dans leur lit. Mais ça marche. Mais après, tout ce qui marche, c'est valable, hein, tant que ça ne met pas en jeu leur sécurité. On peut être très, très inventif, hein. Il y en a qui mettent justement des pains de glace devant les ventilateurs, etc. Ah non, dans le lit. Ils dorment Hein. avec. Après, moi, je S'ils sont grands, ça va. Pour un bébé, on pourrait pas parce Non, que oui, pas pour un bébé. on éviterait. après, Il y a des plus grands, oui. il chauffe, hein. Moi, je trouve que les matelas, des fois, ça chauffe. On peut aussi imaginer dormir ailleurs, c'est pas grave, hein. Les Je veux dire, matières si jamais, naturelles aussi vont être beaucoup plus respirantes que tout ce qui est synthétique. bien sûr. Donc, tout ce qui va être coton, lin, voire laine d'ailleurs, parce que la laine, c'est un truc Oui, la laine, un matériau thermorégulateur. D'ailleurs, tu le disais, je crois, il n'y a pas longtemps dans un de tes posts. Et il y a une autre petite technique aussi, on peut faire sécher son linge dans la pièce, parce qu'avec l'humidité, ça va créer, entre guillemets, une relative fraîcheur. Donc, faire sécher le linge dans la chambre, en fait, ça peut aussi amener un peu de fraîcheur par le biais de l'humidité, en fait, justement. Et Ça alors, aussi, c'est admettons, une on est possibilité. en vacances, on part en vacances, il y a quand Oui. même aussi une perturbation finalement du lieu. Comment est-ce qu'on fait pour faire dormir son enfant lorsqu'on arrive, par exemple, dans un hôtel, sur un lieu de vacances, en camping, peu importe où on est, mais on n'est plus à la maison? C'est quand même des choses qui peuvent perturber certains enfants et faire en sorte que le rythme du sommeil ne soit plus le même. Alors, Alors, euh, tu veux? je commence, moi, c'est encore une fois très scientifique, hein. C'est souvent, c'est pas pour tout le monde, hein, mais il faut quand même garder en tête que beaucoup de gens, surtout en été, on va souvent du nord au sud aussi. Donc géographiquement, enfin, c'est pas juste géographiquement avec la température, c'est que moi, par exemple, là, je suis à Berlin, donc on est très au nord. Moi, il fait jour à. Bon, là, la nuit vient de tomber, donc il est 10h30, et le matin, c'est à 4h. La luminosité, pardon. Du coup, si je pars en camping en Espagne ou même juste dans le sud de la France, la luminosité va être complètement différente quand on va sortir à 7h du matin ou à 8h du matin. Donc la première lumière qu'on va recevoir dans les yeux, elle aura même pas la même intensité, mais à plusieurs dizaines de milliers de lux. Ça, enfin, c'est l'intensité lumineuse. Voilà, le matin, je ne sais pas, nuageux, c'est 20 000 lux. Je dirais le matin, on peut être à 50 000. Mais voilà, dans le sud, ça va être très différent dans le nord. Et ça, c'est des choses qu'on ne ressent pas nécessairement consciemment, mais vu que toute la production de nos hormones, elle est aussi liée à ça, ben, ça va tout changer. Donc le soir venu, on n'aura absolument pas du tout la même quantité de mélatonine. C'est l'hormone du sommeil. Et ça, juste en ayant changé de lieu par rapport à la lumière. Donc,
c'est quelque chose à avoir en tête. On peut Mais pas non alors, plus. du coup, on change de rythme pendant les vacances ou, par exemple, justement, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce qu'on adapte le rythme par rapport au lieu? Je ne sais pas s'il y a besoin d'adapter. Enfin, je voudrais dire qu'il faut être flexible, c'est-à-dire on regarde ce qui se passe. Il y a des gens qui ont toujours, mais ça marche pour les enfants, qui ont les mêmes horaires, quel que soit en fait le lieu, qui sont vraiment, qui s'adaptent ou qui ont une horloge interne qui est plus forte que certains autres changements. Et il y en a la moindre petite différence, ça va les impacter. Donc au final, je dirais pas crier avant d'avoir mal, de voir comment ça se passe et de garder en tête que, par contre, s'il y a des changements, on va certainement pas réussir à garder le même rythme. Donc, on reste ouvert et après, on voit déjà ce qui marche. Là, je parle pour l'enfant. Après, si la question, c'est comment on peut adapter le rythme de l'enfant au rythme de la famille, par exemple, voilà, on veut faire des siestes plus tard, moi, je dis, on peut, enfin, ce serait un peu dommage d'oublier complètement les besoins de l'enfant, surtout que ça risque de perturber les nuits et on va pas s'en sortir gagnant, mais on peut rester flexible aussi, hein, et s'arranger. Mais encore une fois, c'est vraiment individuel à l'enfant. Qu'est-ce qui va marcher ou qu'est-ce qui va pas marcher. Mais par contre, c'est quasiment sûr que la plupart des enfants vont avoir un rythme différent. Beaucoup plus de stimulation, beaucoup plus de jeux, des gens à voir qu'on voit pas toute l'année. Des fois, en fait, dormir, c'est un énorme besoin, mais le besoin de connexion avec l'endroit où on est et d'apprentissage, il est aussi valable à ce moment-là. Et certains besoins vont entrer en compétition. Donc, il se peut aussi qu'ils dorment moins pendant tout l'été et ils se rattraperont peut-être à la rentrée. Mais enfin, c'est pas non plus hyper grave. En fait, voilà, c'est des vacances pour tout le monde. On peut aussi en profiter. Après, il y a plusieurs petites choses. Par contre, si vraiment ils dorment pas à cause de la chaleur, il y a des astuces. Pour la luminosité, on peut essayer, voilà, s'ils sont dehors tout le temps, en fait, on essaie de les faire rentrer un peu, qui rentrent pas juste avant le coucher. Parce que du coup, ils ont eu la lumière jusqu'à 7h, 8h. Dormir à 8h20 quand 20 minutes avant on était en plein jour, c'est très dur. Donc voilà, après, on peut adapter par rapport à la problématique qui va se poser. Mais après, moi, je suis plus pour la flexibilité, hein. C'est vrai. Et toi, Nathalie? Pour l'histoire du rythme, en fait, je suis d'accord. Je crois que le fait d'être flexible et adaptable, et du coup de pas être aussi en tant que parent angoissé sur le fait de se dire déjà d'anticiper les problèmes à l'avance, alors qu'en fait on n'y est même pas. On se crée déjà un stress en amont déjà. Donc en fait on se fatigue tout seul avant même d'avoir le entre guillemets la difficulté. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont beaucoup plus adaptables que d'autres, où un changement de rythme va pas beaucoup les impacter, ils vont décaler un peu et ça va être assez simple. Et d'autres où c'est très compliqué, qui ont besoin de routine, bah, notamment aussi tous les enfants qui peuvent avoir des troubles de neurodéveloppement, qui ont besoin de choses très très figées, ou le moindre changement de programme, de rythme, ça peut donner des crises et du coup aussi un sommeil plus compliqué. Mais comme tu le disais aussi sur le fait qu'on va peut-être voir des nouvelles personnes, des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, c'est un peu la même chose pour les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire que bah, l'enfant, évidemment, il va préférer passer du temps, je sais pas, avec son oncle, sa tante, son grand-père ou sa grand-mère, s'il y a des relations qui sont fortes et que ce sont des personnes qui l'aiment bien, il va préférer passer du temps avec eux que d'aller dormir. Donc évidemment que peut-être pendant cette période-là, eh ben, il y aura moins de sommeil. Et puis il y a aussi autre chose, effectivement, par rapport au soleil, c'est que même nous, en tant qu'adultes, on est un peu programmé pour que l'été, finalement, on dort un peu moins que l'hiver. Parce qu'en fait, bah, le soleil à 5h30, enfin globalement, je prends une moyenne, il est déjà en train de se lever, on entend les oiseaux qui chantent, il y a le soleil qui pointe la luminosité qui arrive, et puis il fait nuit à 21h ou 22h. Donc forcément, bah oui, oui, notre cerveau, lui, s'adapte hein, en fonction de ça. Et l'homme préhistorique, je pense qu'il s'adaptait aussi, en fait. C'est l'homme moderne qui veut que tout soit linéaire. Mais la vie en elle-même, c'est cyclique, et c'est pas linéaire, justement. Donc il y a ce premier point. Et donc je pense qu'effectivement par rapport à ce cycle, le fait que l'enfant dorme un peu moins, s'il reste joyeux tout au long de la journée, encore une fois, c'est pas un problème. Si par contre effectivement ça enclenche des crises parce qu'il y a vraiment une fatigue extrême, bon, il faut essayer de maintenir des temps aussi de pause où on peut souffler, se reposer, avoir moins de stimulation, même si on fait pas une vraie sieste par exemple, avoir des temps calmes. Si l'enfant il a du mal à dormir, peut-être d'avoir un temps calme. Et puis après, c'est vrai que enfin, les plus petits, bah, s'ils sont en poussette, en portage, bah, ils ont souvent l'occasion de pouvoir faire une sieste, même s'ils sont pas dans leur lit.
et que vous avez prévu de faire d'autres activités, de vous promener, ben, en fait, il aura quand même l'occasion d'avoir ces moments de repos et ces moments de sieste, même si c'est pas dans le même contexte. Mais peut-être qu'ils pourront avoir lieu au même moment, mais dans un autre endroit, dans un autre contexte. Ah, donc Euh, finalement, Nathalie, ce que tu es en train de dire, c'est que tu es en train de confirmer un des commentaires que j'ai lu, à savoir, oh, c'est pas grave si ton mioche, il se couche à 22 heures en vacances. oui et Je non, connais pas c'est-à-dire l'âge du... je peux pas te dire arbitrairement oui, en fait. Non, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on observe chez l'enfant? Enfin voilà, est-ce que le lendemain matin, on va avoir une obligation de se lever très tôt? Quel âge a cet enfant aussi? Est-ce qu'il est un peu flexible? Est-ce que son sommeil est aussi un peu flexible? Enfin, en fait, il y a plein de choses. C'est assez compliqué. Et puis c'est une fois oui, c'est pas la fin du monde, mais qu'il y a une super fête. Par exemple, on part dans un espèce de club de vacances. Il y a plein d'activités. Les enfants, ils sont super contents. Il y a une soirée pyjama, ce qui finit à 22 heures. Évidemment, je pense que c'est un peu compliqué. Bon, écoute, il est 20h30. Là, maintenant, je t'explique. Tu vas rentrer à l'appartement et tu vas aller dormir. Oui, pendant que tous les autres sont en train de faire la fête et de s'amuser. Tu penses bien que ça va être compliqué. C'est pas possible. Vous allez juste vous battre pour rien. Donc, non, profitez de votre soirée, amusez-vous. Et puis demain et après les vacances, ça sera un autre jour, un autre moment. Il y a chaque chose. Voilà, chaque chose en son temps et il faut aussi savoir profiter de l'instant présent aussi, je pense. Parce que des fois, en fait, de ce côté, on veut tout prévoir, on veut tout contrôler, on veut pas qu'il y ait de surprise. Mais ça, déjà, hein, c'est pas possible. Et du coup, bah, vous enlevez un peu de spontanéité parfois et puis vous mettez beaucoup de stress en vous disant, oh là là, je vais tout dérégler, etc. C'est vrai qu'il y a des enfants qui peuvent être plus sensibles à ça et plus on est petit, plus ça peut être complexe, quoique, parce que si on a l'occasion de pouvoir dormir dans un autre contexte, notamment pour les petits bébés, bah, des fois, en fait, ça ne sera pas en soi en fait, un problème. Et pour l'adaptation au changement, parce qu'on disait on n'est pas dans notre environnement habituel, bah, c'est justement d'essayer au maximum de recréer l'environnement habituel de l'enfant, comme s'il était à la maison. Donc, son doudou, s'il a un coussin, une couette, un plaid, bah, vous emmenez tous ces accessoires que vous pouvez emmener avec vous pour recréer en fait comme un environnement similaire à ce qu'il connaît, pour qu'il y ait le moins que ça soit entre guillemets le plus proche de l'environnement de sommeil qu'ils connaissent, pour qu'ils se sentent en sécurité avec ça. Si le soir il y a une petite musique douce que vous utilisez, bah, vous réutilisez la même. Vous essayez de conserver le même rituel pour qu'il en fait, il y ait des repères pour l'enfant qui vont aussi le sécuriser malgré cet environnement qui lui aura changé. Pour rebondir voilà, sur le sentiment de sécurité, il y a un petit truc auquel on ne pense pas. Si c'est possible, c'est d'essayer de garder la même, on va dire, la même orientation du lit de l'enfant par rapport à la porte. Mm. C'est-à-dire que c'est l'un des premiers déterminants de la sensation de sécurité quand on dort. Donc c'est par où ben, n'importe qui rentre dans la pièce, gentil ou méchant, arrive. Et donc ça, si c'est complètement changé pour un petit qui a du mal à s'adapter, ça peut être vraiment très perturbant. Donc par exemple, si voilà, si c'est le mur qui est à droite de la porte, à l'opposé, si c'est possible de changer la disposition du lit ou quoi, voilà, de la chambre, par rapport à ça, bah, ça peut aider. C'est tout bête, hein, mais c'est des petits trucs comme ça qui peuvent vraiment tout changer. Merci Alice, merci Nathalie. Mais alors du coup, admettons, la routine, elle est, et même le rythme peut être complètement perturbé en été. Et puis à la limite, comme vous le dites, il faut quand même aussi savoir profiter de ses vacances. Mais alors, comment est-ce qu'on reprend une bonne routine après les vacances, donc avant la rentrée? On va se reconnecter aux signaux aussi de fatigue de son enfant. Parce qu'il faut savoir que pendant ces vacances, l'enfant, il a grandi. Donc peut-être même que son besoin de sommeil, son rythme ne sera plus forcément exactement le même qu'avant de partir. Et ça aussi, c'est une réalité, surtout pour les petits, parce qu'en fait, ça change très très vite. Alors, je dis pas que ça change toutes les semaines, bien sûr, mais ça dépend combien de temps vous êtes parti, etc. Mais imaginons que pendant 2 mois, vous êtes en vadrouille un peu partout, vous avez la chance de pouvoir bouger parce que vous travaillez à distance ou autre. Vous n'avez pas été dans votre environnement, vous avez vécu un petit peu des choses différentes. Ben, ça sera plus forcément, vous attendez pas forcément à retrouver exactement le même rythme que quand vous êtes parti. Voilà, donc repérer déjà, se reconnecter en fait au temps d'éveil, aux signes de fatigue pour pouvoir justement anticiper ensuite je suis en train de parler n'importe comment. Non, je disais de repérer les signes de fatigue, voilà, c'est ça. Je fatigue moi aussi, pour pouvoir proposer le sommeil au bon moment et se reconnecter au fur et à mesure à un rythme qui va être régulier. Et c'est surtout aussi cette régularité qui va aider aussi à resynchroniser notre horloge interne par rapport à ce sommeil et à reprendre une petite régularité et un rythme de rentrée qui sera adapté pour que tout le monde soit en forme. Je suis tout à fait d'accord sur ce qu'elle dit. Et après aussi,
Par exemple, si on attend d'abord que notre enfant retrouve un rythme, on s'y met aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attendre à ce que lui se remette à faire les siestes et se coucher tôt si nous, on est encore dans le rythme des vacances. Si par exemple, nous, on ne reprend pas le travail. C'est-à-dire que c'est tout le monde. Et en fait, tout ce qui se passe dans la journée, ce sont des interactions. En fait, si on mange à la même heure, tous ensemble, enfin, ce qu'on faisait avant, aussi, ce qu'on compte faire à partir de la rentrée, voilà, on le fait aussi comme c'était prévu. Donc, c'est tout le monde, c'est toute la famille qui se remet à un rythme. Parce que si c'est que l'enfant, bah, enfin, c'est un peu beaucoup lui demander. Tout seul, de retrouver tous ses repères. Donc voilà, après, ça se remet en place. Ça peut prendre du temps, hein, mais ça, c'est aussi individuel. Il y en a, pareil, qu'en vacances, après 2 jours, c'est bon. Puis il y en a, ça peut prendre quelques semaines parce que déjà, ils ont changé. Enfin, c'est pas que lié aux vacances, c'est tout des nouveaux rythmes qui se mettent en place et ça prend du temps. Puis en plus, des fois, à la rentrée, il y a encore des nouveautés. C'est une rentrée à la crèche ou à Voilà. l'école, ou un changement d'école, c'est une nouvelle classe. Enfin voilà, il y a plein de choses après aussi qui peuvent entrer en ligne de compte par rapport à l'adaptation à ce nouveau rythme. Alors du coup, les filles, on va bientôt clôturer cet épisode, mais avant, si vous deviez inventer une seule règle d'or, admettons, pour les vacances, ce serait laquelle? C'est un peu global. Je sais pas si ça va aider les gens de dire ça, mais d'utiliser son bon sens en fait. Il y a des jours où vous pouvez prévoir, par exemple, des choses intenses et des jours, des choses peut-être un peu moins, des plannings un peu moins chargés aussi pour que vous ayez le temps de souffler et que si vous avez besoin de vous reposer, autant vos enfants que vous, pour avoir aussi ces moments de récupération. Mais après, je pense d'essayer de profiter et d'être dans l'instant présent. Je pense que c'est quelque chose dans notre société aujourd'hui qui est très difficile d'accès. Et justement, les vacances, ça devrait être un moment où on a un peu plus cette, entre guillemets, insouciance et on se reconnecte à cet instant présent. Parce que je trouve que le monde va dans le sens de l'hyper-contrôle de plus en plus, où on veut tout prévoir, tout savoir, ne prendre aucun risque, être toujours dans savoir ce qui va arriver, la sécurité plus, mais la vie, elle est faite aussi d'imprévus. Les enfants, ils évoluent et on peut trouver aussi du plaisir dans l'instant présent, programmer des activités aussi qui vous font plaisir, avoir un équilibre entre vos enfants et vous. Par exemple pour ces activités. Et il y a souvent des manières d'adapter les moments, notamment des siestes, pour que l'enfant il ait sa dose de récupération et que la journée elle reste agréable en fait pour tout le monde. Et ne pas vous stresser outre mesure, hein. Je vous dis pas tous les soirs de coucher à minuit, 1 heure du matin, mais en tout cas, voilà, il y a quand même une souplesse qu'on a envie d'avoir en vacances. Peut-être qu'elle sera possible pour certaines personnes et moins pour d'autres, par rapport aussi aux enfants qu'ils ont. Mais voilà, d'essayer de se lever un peu ce stress, cette pression qu'on se met au quotidien aussi sur les résultats sur nos enfants, quoi, au quotidien. Alice? Non, mais je sais que c'est pas peut-être pas ce que les gens ont envie d'entendre. S'ils avaient justement envie d'une règle, je suis assez d'accord avec Nathalie. En fait, bah, nos enfants, ne sont pas que leur sommeil. Et enfin, je parle vraiment d'expérience pour quelqu'un qui a eu enfin, des problèmes de sommeil. J'ai l'impression que je me rappelle de chaque vacances suivant comment ma fille a dormi. Ah oui, c'est vrai, Marseille, 2022. C'était pas terrible, les siestes, on n'a jamais réussi. C'est ça mon souvenir de vacances. Bah, franchement, c'est triste. Je pense que j'ai apprécié plein de trucs, mais j'étais tellement obsédée par le sommeil que ça a été un paramètre de vacances réussies ou pas. Et au final, c'est très dommage. Alors, je sais que c'est beaucoup plus facile de dire ça a posteriori. Forcément, j'y pensais tout le temps parce que ça me pourrissait un peu trop la vie, mais je pense que je me la suis pourrie moi-même, hein, beaucoup. Parce que ma fille, elle est tout le temps très joyeuse, aucun problème de développement. Je suis pas plus fatiguée que d'autres parents. C'est juste que c'était pour moi un objectif à atteindre. Et donc maintenant, je le dis quand même, premières choses à garder en tête, c'est que nos enfants, nos bébés ne sont pas que leur sommeil. Même s'ils dorment mal, c'est pas ça qui les définit. Donc en vacances, encore moins que dans la vie de tous les jours. On essaie voilà, de penser un peu à soi et à eux. Donc comme tu dis, Nathalie. Donc c'est pas, Et c'est même moi, vous voulez que les vacances, ça soit un moment joyeux, donc vous mettez pas des bâtons dans les roues, voilà, voilà, pour ça. Et après, la connexion avec nos enfants, c'est des souvenirs aussi. Et bon, bah, moi, ma fille, elle a 10 ans et demi. Donc, je peux parler aussi a posteriori. Les années passent. Enfin, je sais que tout le monde va vous dire ça, ça passe vite, ça passe vite. Mais oui, littéralement, ça passe vite. Et du coup, des fois, de s'enlever cette pression, justement, de sommeil, comme tu dis. Même, je sais
parfois c'est difficile quand on est vraiment épuisé, mais justement, les vacances, c'est pour que ça soit une ressource, même si les nuits sont pas toujours reposantes. Essayez de prendre du recul et de voir la beauté de l'instant, si je puis dire, et de ce que vous pouvez ressortir de positif dans cette connexion que vous avez à vos enfants, parce qu'aujourd'hui, on essaye de beaucoup déconnecter les gens des uns des autres, et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin de connexion, parce que de quoi on se rappellera dans X années, c'est plutôt la connexion et comment on était dans notre relation avec nos enfants, nos familles, nos conjoints. En fait, c'est ça aussi qui est, je pense, qui est plus important au final. Merci beaucoup pour votre générosité et pour tous vos conseils. Quoi qu'il en soit, moi, je mettrai toutes vos informations dans le descriptif de cette vidéo, de cet épisode. Donc, vos comptes Instagram, etc., comment vous contacter, etc. En tout cas, tout sera disponible. J'avais quand même envie, si vous pouviez finalement me donner une phrase que les parents retiendraient dans un demi-sommeil, ce serait... N'écoutez pas les injonctions. Oui, non, mais en plus, oui, c'était une phrase que je trouvais bien. C'était n'écoutez pas les autres, écoutez votre bébé. C'est la solution, elle est souvent voilà, écoutez-le et puis surtout ceux à qui vous avez rien demandé. Connectez-vous à votre cœur et de cœur à cœur, de votre cœur à celui de votre bébé et voilà. Et généralement, quand on fait ça, on commence à avoir un certain nombre de réponses. Merci les filles. D'échanger en vrai, c'était super, Alice. Ah, j'étais convaincue que Chatte vous mettre plutôt sur toutes les deux dans la Instagram. même pièce, ce serait exceptionnel. Non, mais après, on discute quand même. On n'a pas non plus beaucoup de temps, mais on discute. C'est-à-dire que là, Nathalie, j'ai l'impression que je la connais, enfin, que c'est pas la première fois que je la vois. Du coup, à force. C'est ça. Et voilà. On n'était pas en phase découverte, mais c'était quand même vraiment sympa de se voir. Mm. Ouais, c'était super. Merci à Xenia pour l'invitation, puis d'avoir pu justement exposer un peu nos visions et puis ce qu'on a finalement la compilation de nos expériences, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Je trouve aussi pour donner un autre éclairage au sommeil de l'enfant, à la parentalité en général. Je pense que c'est un message hyper important à notre époque. Ah, mais alors dans ce cas, est-ce que je peux me permettre une dernière question, à savoir, selon vous, qu'est-ce que vous auriez raté avec vos propres enfants? Ah, bonne question, faut s'auto-juger, c'est pas facile. On n'est jamais bon juge de soi-même. Eh ben justement, peut-être parfois d'avoir aimé être encore plus présente, peut-être encore plus disponible, pas forcément que pour les toutes petites années, mais aussi en grandissant en fait. Parce que parfois on est accaparé par des projets, des objectifs qui nous demandent du temps. Et parfois, même si on essaie de s'investir à 100%, on n'a pas toujours. Enfin, il y a l'idéal, l'optimum, mais voilà, voilà, ça serait ça, de continuer. Et du coup, c'est un objectif aussi pour maintenant de continuer à être encore plus disponible parce que vos enfants, tels qu'ils sont les premières années, ne seront pas les mêmes à la préadolescence ni à l'adolescence. Je vous parle du coup d'une période que je suis en train moi-même de traverser. donc, donc voilà. Ah non, bah, que j'ai raté. Je suis encore un peu dans la tête dans le guidon, hein, donc j'ai Moi, pas je non me- plus toute cette réflexion. Je sais pas comme si j'ai eu le temps encore de me poser bref, tout ça. Non, je dirais, et c'est vrai que c'était en plus finalement grâce à toi, Xenia. Tu te rappelles de cette séance qu'on avait fait avec cet auto-hypnotiseur? Oui, Voilà. avec Eh bien, Yamli. que j'étais sceptique, hein, enfin, sans être. Je pensais pas juste que ça me changerait tout. Et finalement, ça a été un petit déclic, mais qui a beaucoup changé. Le fait que je sois en colère quand elle se fait mal. Et que du coup, c'est pour moi. Et pour moi, c'était un truc où, voilà, c'est comme ça, je ne peux pas tout changer non plus hein, dans ce que je suis. J'ai fait déjà beaucoup d'autres choses. Et le simple fait d'en prendre conscience et qu'il y avait peut-être enfin, d'avoir un peu identifié peut-être d'où ça venait. Et maintenant, c'est-à-dire que je suis beaucoup moins en colère, mais c'est rien que ça. C'est-à-dire qu'on peut s'améliorer, même si on pense qu'on fait déjà plein d'efforts, on est fatigué. Et donc, je me dis, en fait, d'avoir attendu, même pas d'avoir attendu, c'est d'avoir pensé que c'est bon. Je faisais déjà tout ce que je pouvais. Et ce que j'arrivais pas, ben, ça va, on peut pas non plus s'autoflageller. Et effectivement, sans s'autoflageller, s'il y a des opportunités de voir si on peut s'améliorer, pourquoi pas? Donc, tu vois, si tu me reproposes une fois quelque chose qui m'a l'air, je me dis, bon, ah, c'est pas nécessairement mon truc, essaye, on sait jamais. Parce qu'à la fin, si ça peut faire en sorte que tu es un peu un meilleur parent, mais on fonce. En tout cas, Voilà, cette séance d'hypnose, oui, c'est celle que je propose pour mon accompagnement l'éveil émotionnel Montessori. Donc, tu sais quoi?
au prochain accompagnement, je te réinvite juste pour la Ah, séance d'hypnose. mais je viens volontiers parce que Et Nathalie, qui n'a pas pu y assister, Ce serait avec plaisir. Moi, je suis très ouverte à ce type de pratique. Je sais qu'il y a un peu de tout dans ce domaine, mais quand les choses sont bien faites, que ce soit autant en hypnose, en énergétique ou autre, ça peut être des outils complémentaires très puissants, oui. non, mais en fait, le but de cette séance, ça a été concrètement de nous libérer de nos blessures d'enfance. Donc, finalement, retrouver son enfant intérieur. Et c'est vrai que ça a été assez bénéfique. Et c'est une séance d'hypnose qui a débloqué beaucoup de personnes derrière, justement, pour mieux comprendre la gestion des émotions de leurs enfants. Et d'ailleurs, c'est ce que tu disais, Alice, par rapport au fait que toi, ça te mettait en colère. Donc, finalement, ça a quand même libéré au niveau de ton inconscient, ça allait taper là où ça voilà, fait mal. complètement. Voilà, révélateur. Puis après, bon, faut continuer un peu le travail, mais voilà. Donc, en fait, je m'en voulais d'avoir pas cru que ça allait m'aider et que si tu m'avais pas proposé, bah, je pense que je serais toujours au niveau où j'étais avant. En tout cas, merci les filles. On se laisse là-dessus et je vous souhaite de douces nuits et des vacances reposantes.